Bienvenue sur les ondes de Franc-Maçon. Mon nom est Gab Masson et si vous écoutez ce podcast, c'est que vous n'avez pas peur de vous faire parler dans le franc des yeux par moi et mes invités. On est en train de toujours entamer une petite micro-section extra de la série de ma saison 2 de podcast qui s'appelle la série Le Québec en quarantaine, épisode 13 de la saison 2. Donc, c'est la suite de l'épisode 12 avec Marco Vingendaire, auteur du livre Le Nouveau Monde oublié. Et j'oublie le sous-titre, La naissance des Canadiens, la réalité métissée des Canadiens français. C'est pas ça du tout, mais les liens sont dans les commentaires pour son livre. Marco, pardonne-moi pour cette introduction vraiment bâclée. Je voulais simplement vous dire, tout le monde, merci d'être là ici. J'espère que vous avez apprécié la série. Si jamais c'est le premier vidéo que vous tombez de la série Le Québec en quarantaine, c'est une série chronologique qui a commencé avec l'épisode 0 sur la présentation de mes trois invités. Ensuite de ça, il y a eu 11 épisodes avec Matt Ehret, qu'on a eu le privilège d'avoir, accompagné de Pascal Rouleau pour la Rébellion des Patriotes et Rénald Rouleau sur la période sur les Autochtones et la Révolution tranquille au Québec. Donc, on essayait de comprendre la réalité de l'importance géostratégique dans l'histoire du monde occidental moderne, si on veut, principalement du Québec et de la naissance du Canada à cette époque, en lien parallèlement avec la Révolution américaine et le développement de ce qu'on appelle l'Empire américain. Série fascinante, honnêtement, spécialement avec tout ce qui s'est passé dans les dernières semaines, l'entrevue entre Tucker Carlson et Vladimir Poutine, la guerre en Ukraine et toute la réalité au niveau de la relation entre la Russie et l'OTAN et l'Occident. Si jamais vous n'avez pas écouté la série, c'est sûr que il peut vous manquer des pièces, mais je voulais parler de ça en introduction pour vous rappeler que si vous voulez comprendre très bien la place du Québec et du Canada en lien avec tous ces sujets-là qui sont d'importance présentement et qui divisent beaucoup le monde au niveau médiatique et tout ça, je pense que en français au Québec, la série Le Québec en quarantaine est probablement la place pour vous faire les dents sur cette réalité-là. Euh, Spécialement là, pour l'évolution entre la Russie, les États-Unis et l'importance du territoire canadien et québécois dans l'histoire récente là-dessus. Donc vraiment, je suis extrêmement heureux en fait d'avoir eu l'énergie et le temps et la participation de mes invités pour vous donner ça en français ici. Je suis très pas surpris, mais ce serait le fun qu'il y ait beaucoup de gens qui puissent écouter ça pour que la conscience collective là, passe à un niveau de compréhension un petit peu plus profond et soutenu là, de ce qui se passe présentement. Mais voilà, donc en tout cas, au moins, ça peut tomber d'entre les mains de quelques intéressés. Je voulais vous faire des shout-outs à ceux qui ont commenté aussi rapidement. Merci beaucoup. Donc, des gens comme Tourangeau dans les commentaires, Astana récemment, il y a plusieurs autres personnes qui ont commenté quelques trucs positifs sur la série. Merci beaucoup tout le monde. Et puis voilà, donc sans plus attendre, c'est parti tout le monde. Épisode 13 donc de la série Le Québec en quarantaine avec Marco Vingendaire sur le Nouveau Monde oublié et la réalité avant la série Le Québec en quarantaine sur le territoire du Canada et la relation entre les colons français, les Premières Nations, les guerres intestines qui ont eu lieu. Et aujourd'hui, on va aller explorer donc la réalité autochtone sur le territoire. On va explorer l'aspect guerrier ou de l'alliance, si on veut, entre les Français et les Premières Nations. Et finalement, on va se diriger vers un moment final, donc au niveau de la guerre des Plaines d'Abraham et qu'est-ce qui s'est passé. Et là, personnellement, je vous invite à porter attention à la fin de l'épisode sur le lien entre cette période-ci qu'on a potentiellement découvert, si on veut, qu'on a pu hypothéser pour inventer un mot en bon québécois, sur le lien entre les travaux de Marco Vingendaire et la série Le Québec en quarantaine. Donc, je vous invite à suivre ça, mais entre-temps, voici Marco Vingendaire. Bon épisode. Je vais te nommer, mettons, dans la chronologie des événements, certains trucs que tu as notés dans ta table des matières, puis peut-être un peu, si ça
s'il y a des idées qui te viennent en tête par rapport à ça, qu'est-ce que ça t'apporte, qu'est-ce que tu as trouvé sur ces événements-là, mais un peu style question rapide, là, tu sais, pour voir un genre de portrait de la chronologie de certains événements marquants que moi, je connais pas, que tu as nommé, puis que je sais pas trop ce que ça représente. Fait que tu as parlé en premier de la tabagie de Tadoussac. Fait que, mettons, tu sais, juste en quelques phrases, ça c'était quoi en fait, puis c'était à peu près quand, mettons? C'est le 27 mai 1603, la grande tabagie de Tadoussac. C'est le moment fondateur de la Nouvelle-France telle qu'elle s'est déployée au 17e, 18e siècle. En fait, peut-être le moment est le bon parce que je vais mettre en place les grands facteurs qui ont mené à l'Alliance franco-autochtone parce que moi, je le vois là, constamment, là, tu sais, les idées reçues avec lesquelles les gens fonctionnent, c'est toute l'histoire coloniale des Amériques, l'histoire coloniale à l'échelle de la planète. C'est des histoires de confrontation, de dépossession territoriale, de génocide culturel. Ouais, C'est juste une litanie de crimes, de cruauté, de violence. Et tous les Blancs doivent se flageller jusqu'à la fin des temps. exact. C'est une vision qui est pas fausse parce que pour bien des trames, ça a été le cas, mais c'est une vision qui manque le bateau pour certaines des trajectoires coloniales et particulièrement pour celle de la Nouvelle-France. Donc, Laisse-moi, juste en même temps, pour placer un petit pion sur lequel on va revenir juste après, tu sais, ma série, moi, que j'ai intitulée Le Québec en quarantaine, nous autres, on a commencé, moi, j'ai fait tout un recul historique, puis j'ai ramené ça avec mes trois invités chronologiquement jusqu'à à peu près aujourd'hui. Mais nous autres, on commençait à peu près en 1700 ou 1700 quelques au niveau de la fondation des États-Unis. Nous autres, on s'était focusé autour de ça ici. Fait que tout le 15e siècle, puis justement, les choses qui ont mené à cette colonisation-là, locale ici au Canada et tout ça, on a moins touché ça, fait que c'est exactement à propos que tu fasses ça. parfait. Donc, ben, nous, l'histoire de la Nouvelle-France, elle commence au 16e siècle. Il faut savoir qu'après la découverte européenne des Amériques par Christophe Colomb, ben, 1492, dès le début du 16e siècle, là, 1504, c'est les premiers récits qu'on a, que t'as des pêcheurs de l'Europe qui viennent pêcher dans le golfe du Saint-Laurent. Et donc, dès le début du 16e siècle, tu as une présence européenne de pêcheurs et de chasseurs de baleines, de phoques qui viennent à tous les étés pêcher. Donc, quand Cartier, là, il débarque en 1534, là, il n'y a rien découvert du tout. C'est déjà connu, cette région-là. C'est juste le premier représentant du roi, après Verrazano, qui s'amène dans la région, va la cartographier, tout ça. Mais il y a un mérite qui ne lui revient pas, c'est-à-dire découvreur de la région. Et durant ce siècle-là, il y a toutes sortes d'échanges qui vont se faire. C'est là que les premiers contacts vont se vivre entre les Européens et les Premières Nations. Parce que particulièrement les Européens, les chasseurs de baleines, de phoques, mettons, ce qui est de la baleine, il allait utiliser la graisse de baleine, puis il allait la faire fondre, en fait. Ça allait être de l'huile qu'elle est utilisée en Europe. Il allait la faire fondre sur les berges, donc sur le littoral du Golfe et de la vallée du Saint-Laurent. Et donc, ces lieux-là, des sortes de camps temporaires où on faisait fondre la graisse, ben, c'était des lieux d'échange, de rencontres avec les Premières Nations qui débarquaient. Fait que, tranquillement, les échanges vont commencer à se faire. Et puis il faut savoir, là, mettons, vers 1580, à tous les étés, c'est à peu près 400 navires puis 12 000 hommes qui se pointent durant les saisons estivales dans le golfe du Saint-Laurent. Il y a du Wow, monde, là, à tous les étés. Là. c'est énorme, Fait là, ça, là. que, ben, c'est énorme. Mais quand Champlain il débarque en 1603 à Tadoussac avec François Pont-Gravé, ben, il y a déjà une histoire de 100 ans d'échanges, de connaissances. Il y a des pidgins qu'on appelle des sortes de langues improvisées qui empruntent aux langues des différents interlocuteurs. Fait que tu avais des pidgins basques, inou basques, tu sais, fait que il y a beaucoup de gens qui se connaissaient là, déjà. Et vers la fin du 15e siècle, il va y avoir, disons, en Europe, un changement de mode où les plumes de chapeau vont laisser place aux feutres de castor, en fait, et la fourrure va commencer à avoir de la valeur marchande. Et donc là, tu sais, les pêcheurs, eux, qui échangent des couteaux, des chaudrons contre des bouts de fourrure avec les Autochtones dans ces échanges informels, ben là, tranquillement, ça commence à devenir payant. Puis là, les Européens vont commencer à comprendre, les Français particulièrement, que ben, il y a un commerce à développer.
Et là, vers la fin du 16e siècle, déjà, il y a des navires qui quittent les ports de la France avec comme seul objectif d'aller faire de la traite des fourrures. Donc, D'accord. d'arriver avec des marchandises européennes puis d'échanger ça. Donc, c'est vraiment la traite des fourrures qui a été le motif de pénétration française sur le continent nord-américain. Et ce commerce-là est un commerce qui se distingue, disons, des plantations de tabac ou des mines d'or et d'argent dans les Caraïbes. C'est un commerce qui implique un partenariat égalitaire entre les partenaires, le fournisseur et le client. On ne peut pas soumettre à l'esclavage ou abuser de ton partenaire qui, lui, va aller trapper sa fourrure à des centaines de kilomètres puis venir te l'apporter pour te l'échanger contre des produits européens. Il va pas mettons, honorer son partenariat s'il t'abuse de lui, si tu essaies de le soumettre à l'esclavage. Donc, la traite des fourrures impliquait de facto un partenariat relativement égalitaire. Et d'ailleurs, un autre exemple de ça, c'est les Hollandais qui se sont installés sur le fleuve Hudson avant d'être, disons, tassés par les Anglais. Ben, eux, c'était aussi la traite des fourrures et sans du tout se mélanger de la même manière que les Français vont le faire avec les Autochtones. C'est quand même aussi un partenariat économique qui va se prendre place entre les Hollandais et les Iroquois particulièrement, la Ligue des cinq nations iroquoises. Donc, quand Champlain va arriver en 1603, avec le mandat du roi, avec le Pont-Gravé qui était son patron à l'époque, Champlain, c'est un observateur à ce moment-là. C'est pas encore, encore disons, le chef du projet colonial. Son mandat, c'est de venir dans la vallée du Saint-Laurent, d'évidemment explorer un peu la région, mais d'établir des alliances avec les Premières Nations. C'était la volonté du roi Henri IV, explicite. On a les documents, là, que c'était ça le mandat. Il y avait une mission très claire, c'était d'établir des mandats en vue de pouvoir s'installer dans la vallée du Saint-Laurent. Il faut savoir aussi que les Français, avec Cartier, vont tenter de coloniser la région. Et avec l'hiver, avec l'antagonisation des Iroquois qui étaient là à Stadacone. Ils vont devoir plier bagages puis vraiment partir cul par-dessus tête. C'est un échec partant. Les Français vont s'assieder dans le sud, ils vont se faire botter le derrière par les Espagnols, par les Portugais aussi, en Floride par les Espagnols. Et donc, il va y avoir 60 ans pratiquement entre Cartier et Champlain. Il n'y a pas de présence de représentants du roi français durant cette période-là. C'est long, là. Donc, on peut dire pratiquement que l'époque de Cartier est oubliée là, quand Champlain débarque. C'est une sorte de renouveau. Là. Ils vont tenter, les Français, de s'installer sur un site qui s'appelle l'île de Sable, à 170 km au large de la Nouvelle-Écosse. Une petite île de sable très étroite où je me demande bien ce qu'ils ont voulu faire là. Ça va finir en mutinerie. C'est un échec. Un autre échec. Ils vont s'essayer à Tadoussac en 1600. Il y a une couple de courageux qui vont essayer d'hiverner là. Je pense une quinzaine de colons. Il va en avoir 5 à la fin qui sont encore vivants. Puis ces 5-là, s'il n'y avait pas eu de l'aide des Inuits qui l'ont apporté de la bouffe, ils sont à Tadoussac, ben, ça aurait été un autre désastre. Ils vont être rapatriés, c'est un autre échec. Donc, ils vont s'asseoir en Acadie pour des raisons financières. C'est plus le modèle d'affaires dans ce cas-là qui ne fonctionnera pas, mais c'est un autre échec. Mettons, Champlain, en 1603, mettons, établit des alliances avec Pont-Gravé et des Inuits, des Algonquins, des Wolastoqiyik aussi qui sont là, des Atikamekw. Ben, ils vont établir l'alliance, tu sais. Et ça va être vraiment l'entente qui va ouvrir le pays aux Français. Donc, cette alliance-là, donc je classe sur l'alliance, je vais revenir sur les échecs français de colonisation. Cette alliance-là, ce qui va se passer, c'est un récit incroyable. Il y a un film qui va falloir être fait là-dessus, là, parce que c'est cinématographique, cette histoire-là. T'as Pont-Gravé avec Champlain, avec deux interprètes inuits qui viennent de passer un an en France et qui ont passé du bon temps, disons, ils ont été très bien traités par la couronne française. Et ils vont débarquer, tomber à la pointe aux Allumettes, sur un rassemblement d'un millier d'Autochtones qui célèbrent une victoire militaire contre les Iroquois. Et tu as Champlain-Pont-Gravé qui vont débarquer puis vont se dire ben, bonjour, on est deux touristes français, puis on aimerait s'installer dans la région. Et là, le grand chef Anadabijou, un Inou, va dire ben, vous êtes les bienvenus si vous voulez vous installer dans la région. Puis en échange, vous allez nous aider dans notre guerre contre la Ligue des cinq nations iroquoises. Et donc, c'est ça l'entente initiale. C'est la permission qui est donnée par les Inuits, les Autochtones, aux Français de s'installer en échange d'un appui militaire des Français dans leur guerre contre les Iroquois.
C'est ça la grande tabagie de Tadoussac, c'est le moment fondateur de la Nouvelle-France. Fait que là, quand il y a le discours, tu sais, qu'on entend quand même de la part justement des gens nationalistes et tout ça, puis Feu Frédéric Bastien parlait de ces choses-là aussi, et plein de gens comme les Bas-Côtés, tout ça. Quand on parle de la colonisation française comme de quoi qui a été plus en respect des Premières Nations, qu'il y a eu des ententes, qu'il y a eu de la collaboration, à l'opposé des colons anglais qui ont peut-être pas eu la même relation et tout ça. C'est pas une mythologie, ça, c'est Non, fondé, non, c'est c'est réel. absolument fondé, c'est fondamental à la trajectoire historique que va prendre la Nouvelle-France. Donc, parce que Parce que quand on ça, met c'est ensemble autre les. chose aussi qui est diminué par l'aspect woke aussi. Beaucoup peut-être anglo aussi, donc les anglo-woke ont tendance à diminuer ça aussi, mais je veux dire, factuellement, Ben, et ils parlent à travers leur chapeau. Ils n'ont aucune idée. Moi, je le vois, ils ne savent pas ce que c'est que l'histoire de la Nouvelle-France. Il y a des gros bouts qui leur échappent, puis ces bouts-là, ben, c'est facile de se construire une histoire quand tu mets pas dans l'équation. Mais quand tu mets dans l'équation, mettons, les premiers contacts, la pêche qui donne lieu, disons, à la traite des fourrures, qui implique un partenariat égalitaire, quand on additionne les échecs français de colonisation avec l'hiver, c'est l'hiver les premiers hivers des Français, je veux dire, à Québec, là, donc, sur l'île Sainte-Croix, en Acadie, là, dans la rivière Sainte-Croix, proche de la baie de Fundy, ils sont 80 environ Français qui vont hiverner. À la fin, ils sont une vingtaine. ouais, c'est ça. C'est un enfer, là. Tu perds tes hommes comme ça. À Québec, ils sont 28 pour commencer l'hiver. Il en reste 8 à la fin, puis la moitié sont malades. Là. Il y en a que la moitié qui sont encore capables de se tenir debout encore. Donc, le rapport de force est en faveur des Premières Nations pendant longtemps. Québec est une colonie comptoir pendant 25 ans, 1608 la fondation. En 1633, il n'y a pas plus que 80 habitants à Québec. C'est des marchands, c'est des truchements, c'est des marins, c'est du monde qui sont là temporairement. Il y a une seule famille qui habite à Québec, la famille Hébert, qui est arrivée en 1617. Donc, c'est une colonie comptoir. Donc, il n'y a pas d'intrusion, il n'y a pas le raz-de-marée d'immigration comme ça pouvait se faire en Virginie avec les Anglais ou en Nouvelle-Angleterre. Donc, il y a toutes sortes de facteurs que quand on les comprend et on les met ensemble, un à côté de l'autre, ben, l'idée que l'alliance franco-autochtone et les véridiques devient une évidence. Tu sais. Et on ne peut pas avoir les deux. Évidemment que dans une alliance, il peut y avoir des tensions entre des partenaires. On Bien le sait sûr. tous, c'est facile à comprendre. Mais on ne peut pas être en guerre et en alliance en même temps. On ne peut pas être dans une démarche de dépossession territoriale et d'alliance en même temps. Tu sais, on est un ou l'autre. Les Anglais sont arrivés dans la confrontation, dans la dépossession territoriale, autant en Virginie qu'en Nouvelle-Angleterre. Les Français sont arrivés au compte-gouttes, sont arrivés à cause de la traite des fourrures. Ils devaient composer avec l'hiver, donc c'est un facteur d'humilité. Ils devaient avoir la bonne grâce des Premières Nations pour pouvoir prendre pied sur le continent, pour pouvoir survivre à leurs premiers hivers. Euh, et un dernier élément, j'en ai pas parlé, mais c'est aussi, ça, c'est un alignement des as assez exceptionnel, c'est que autour du roi Henri IV, à la fin du 16e siècle, il y a un mouvement, le mouvement humaniste français a commencé à émerger. Donc, on a Rabelais, on a Michel de Montaigne, des philosophes qui ont donné le ton, disons, à vraiment ce courant humaniste français. Ouais, ouais. Et Henri IV était vraiment un de ces, disons, piliers. Et Champlain a grandi dans ces milieux-là. En France, ils ont connu des guerres civiles, confessionnelles. Il y a eu beaucoup, beaucoup de violence et il y avait comme une sorte d'écœur en titre à la fin du 15e siècle où on peut-tu, disons, vivre un peu en paix? Et c'est cet esprit humaniste chrétien, donc, qui accordait à tous les humains un statut d'enfant de Dieu. Il y avait une sorte d'universalisme qui est en train disons, de se consolider ou de se cristalliser. Et disons, particulièrement en Acadie, c'est visible, puis Québec, évidemment, la Grande Tabagie, c'est aussi un symptôme de ça. Les Français vont débarquer avec la traite des fourrures, mais aussi avec un esprit où on veut mettons, un projet colonial qui est édifiant. Donc, en Acadie, par exemple, c'est savoureux. Tu sais, ils vont s'installer à Port-Royal, sur la baie de Fundy.
Puis là, il va y avoir Poutrincourt qui va faire des concerts de musique classique. Il va y avoir le Théâtre de Neptune, Marc Le Carbeau, qui va écrire une pièce de théâtre qui met en scène des Français, des Micmacs, des Mi'kmaq qui vont célébrer la bonne entente. T'as Champlain avec l'heure de bon temps où on se fait une confrérie de culinaires, on va chasser puis on fait de la bouffe. Puis on invite les Autochtones sur place. Donc, il y avait vraiment un désir de créer un contexte colonial qui allait être beaucoup plus humain que ce que ces Français-là avaient vu ou avaient connu, euh, mettons, particulièrement dans les colonies espagnoles, dans les Caraïbes. Champlain a vu, ça avait l'air de quoi cette colonisation dans les Caraïbes, et il a été profondément marqué par ça. Donc, Hmm. il y a vraiment tous ces éléments. Fait que Champlain lui-même, qui va devenir vraiment le père fondateur de la Nouvelle-France, est habité de ce sentiment, de cette vision humaniste. Et c'est avec cette paire de lunettes, ces valeurs-là, qu'il va opérer son mandat. C'est avec cette paire de lunettes qu'il va être capable d'établir des alliances avec les Premières Nations, d'élargir le réseau commercial, militaire avec les Premières Nations. Et à deux reprises, on connaît cette phrase-là, mais il faut savoir que c'est à deux reprises que Champlain va le dire. Vos fils, nos fils plutôt, marieront vos filles et nous formerons qu'un seul peuple. Trouve-moi un colonisateur qui va dire ça au peuple autochtone qu'il va rencontrer. C'est pas comme ça que ça se faisait de manière générale. Champlain est vraiment un visionnaire qui était, disons, en avance sur son temps, qui était exceptionnel. Donc, quand on met tous ces éléments-là ensemble, on comprend que c'est une trajectoire d'alliance et l'intérêt stratégique des Français, c'était, c'était l'alliance. Ils n'avaient aucun intérêt stratégique à abuser des Premières Nations, à les déposséder de leur territoire. Puis en plus, un élément, c'est que la vallée du Saint-Laurent, entre Cartier puis Champlain, elle s'est vidée des Iroquois qui y vivaient, probablement en raison des guerres et des maladies européennes, des pathogènes. Et donc, quand les Français arrivent avec Champlain en 1608, la vallée du Saint-Laurent est une zone tampon entre la Ligue des Cinq Nations iroquoises, qui est au sud du lac Ontario, et, disons, la Ligue algonquienne Wendat, qui est au nord du Saint-Laurent. Donc, les Français vont s'installer à Québec, en 1634 à Trois-Rivières, en 1642 à Montréal, et à chaque fois qu'ils vont s'installer, à la place de déposséder ou de déplacer des Premières Nations, au contraire, c'est des lieux de rendez-vous, de rencontres qui vont émerger. Trois-Rivières particulièrement, c'est le berceau des coureurs de bois. J'aimerais ça que Trois-Rivières retrouve la fierté de ses origines. Moi, j'ai pas vu nulle part à Trois-Rivières. On est fiers de nos coureurs de bois, mais c'est là que sont nés les coureurs de bois. Donc, tout ça mis ensemble, disons, ça devient une évidence que l'Alliance franco-autochtone, c'est ce qui a permis à la Nouvelle-France de se constituer. Ça a été la colonne vertébrale de la présence française sur le continent nord-américain jusqu'à la fin du régime en 1760. Solide, mon gars. Écoute, je te demande la question la plus simple possible. T'as-tu le goût qu'on continue puis que je fasse deux épisodes ou t'as... Parce que là, on aurait fini très bientôt, en théorie, selon ce que je t'avais promis, là. Ouais, Mais on si continue. jamais t'as le goût, moi, je trouve ça fascinant et important. Mais mettons, ça impliquerait qu'on continue genre peut-être un autre 30-40 minutes, mettons, là. Vas-y, go, T'es let's go. game? Ouais, Super, man. Fait ouais. qu'on va faire deux épisodes là-dessus. Puis je suis bien content parce que c'est vraiment fascinant. Fait qu'écoute, continuons. Ben, je suis content en fait parce que là, tu as ramené des choses que là, j'étais en train de sauter puis tout, mais là, tu as ramené justement la question des peuples et la distribution géographique à ce moment-là. Fait que c'était une affaire que je voulais qu'on regarde un peu, puis là, tu viens de le remettre en mots. Donc là, tu parlais que la vallée du Saint-Laurent s'est vidée. Tu as parlé. Donc, est-ce que tu peux en fait, même, tu vois, déjà là, je l'ai oublié encore de ce que tu viens juste de dire il y a une minute, tu sais, à quel point que c'est pas quelque chose qu'on a facilement dans nos têtes, qu'on a appris, qu'on a étudié, mais qui est quand même super fondamental et important de comprendre les peuples puis la géographie à ce moment-là. Fait que je voulais, en fait, peux-tu parler rapidement de la Ligue des Cinq Nations? Mettons, juste nous donner un petit peu plus de détails là-dessus. C'était où, quand? Et mettons les deux, trois, tu l'as dit au début, mais replace-nous, mettons les deux, trois, si on veut, situations autochtones principales qu'il y avait là, justement au début du 17e siècle. Ben, la Ligue des Cinq Nations iroquoises, c'est une confédération donc de cinq nations. T'as moi, je travaille avec les désignations anglophones parce qu'en français, c'est pas prononçable. Yep. Mettons, d'un point de vue de storytelling, on se fait.
on se fait d'une jambette là, en travaillant avec cette désignation-là. Donc, tu as les Mohawks, les Seneca, les Cayuga, les Onondaga et les Oneidas. Là, les Mohawks, c'est les gardiens de la porte de l'Est. Et donc, ça, c'est les 5 nations qui sont au sud du lac Ontario. Donc, quand on dit Montréal, territoire Mohawk non cédé, c'est un mensonge complet. Il n'y a absolument pas Parce de que le mot. lac Ontario, c'est au sud là, du Québec. Là, Oh, ouais, on est mettons, à quelques centaines de kilomètres de l'île de Montréal. Donc, c'est les 5 nations. L'histoire, mettons, des 5 nations. OK, t'as peu, excuse-moi, je te gars mais je viens juste de saisir l'importance de ce que tu viens de dire parce que tu l'as dit, puis ça m'a pris du temps à le catcher dans ma tête parce que je voyais la carte en même temps. Fait qu'il n'y avait pas de présence Mohawk sur l'île de Non, Montréal puis dans cette non. région-là. Mettons, autant de quartiers, c'était des Iroquoiens. Hochelaga, c'était une communauté ou un établissement iroquoien. Les Iroquois, c'est en fait, tu as deux, mettons, dans les grandes catégories, tu as deux, dans la région, le nord-est de l'Amérique du Nord, tu as les Algonquiens, la famille linguistique algonquienne et la famille linguistique iroquoienne. Donc, les Algonquiens, ça, il y en a beaucoup, c'est les Mi'kmaq, c'est les Abénaquis, c'est les Wolastoqiks, anciennement connus comme les Malécites, c'est les Inuits, c'est les Atikamekw, c'est les Algonquins, c'est les Cris. Il y en a beaucoup, les Anishinaabe, tout ça. Euh, et les Iroquoiens, mettons, tu as les Wendat et les Iroquois. Donc, c'est la même, mais ils Et la étaient ligne, et rivaux. les 5 nations, ça, c'est des Iroquoiens. Non, ça, c'est les Iroquois. Les 5 nations iroquoises. Les Les Cayuga, les 5 nations Sénéca, sont toutes Iroquoises. OK, c'est ça. OK. ouais, ça, c'est Fait les que pas de Iroquois. Les Wendat Wendat, là-dedans. OK. c'est ça, les Wendat, eux, étaient plus autour du lac Huron. Donc, entre la baie Georgienne là, et le lac Huron, là, toute la région autour de ça, ça, c'est le Wendake des origines. Ouais. On appelait ça le pays des Wendat, c'est Wendake. Et donc, ça, c'était une puissante nation, il était près de 30 000 au temps de Champlain. C'était les grands commerçants du continent pratiquement. Et ils étaient en rivalité avec les Iroquois. Les Iroquois, je pense, auraient bien voulu mettons, les intégrer ou disons, créer une sorte de fusion, mais les Wendat préservaient leur autonomie, puis ça a créé des tensions. Donc, ils sont tous Puis les on deux de est la même loin, famille là, quand linguistique. même, là. Ils sont loin, Ils sont c'est. à bonne distance, ouais. Ils sont à bonne distance, mais disons, c'était pas les distances qui leur faisaient peur à l'époque, Ça. mais quand même, les territoires étaient bien distincts. Donc, ça, c'est les deux grandes familles. Fait que les Français, mettons, initialement, c'est avec les Algonquiens qui vont entrer en contact là, en arrivant en Acadie, le golfe du Saint-Laurent. Pour ce qui est la Ligue des 5 nations iroquoises, Attends un peu, donc pour excuse-moi, la. juste Ouais, parce que là, les Algonquins, c'est l'autre famille linguistique. Donc là, les Wendat et les Iroquois, ça, c'est les Iroquoiens. ouais. Là, tu as les Algonquins. Puis les Algonquins, en termes de géographie, est-ce que ils sont-tu très, très larges? Y en a-tu partout? Sont-tu regroupés un peu plus? Tu sais, parce que là, tu parlais au sud du lac Ontario pour les Iroquois, le Ouais. Wendat en haut, la baie, puis eux autres, c'est le reste, I guess, ou? Ouais, ben ça, mettons, tu sais, les Mi'kmaq, c'est la Gaspésie, l'Acadie, tu sais, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, là, autour de la baie de Fundy, ça, c'est les Mi'kmaq. T'as les Abénaquis, qui sont un petit peu plus bas sur le littoral, le Maine. Tu as les Wolastoqiks qui sont aussi autour de la rivière Saint-Jean. Donc, mettons, ces 3 nations-là là, occupaient là, le littoral atlantique. Tu as les Inuits qui sont sur la côte nord jusqu'au lac Saint-Jean. D'ailleurs, Québec, originalement, était, disons, un peu la limite des territoires Inuits. Ouais. Tu as évidemment donc les Atikamekw qui étaient plus dans le nord là, de la Nodière. Tu avais les Cris qui sont autour de la baie James, les Algonquins qui, eux, sont vraiment là, autour de la rivière des Outaouais, le Saint-Laurent, tu sais, mettons, la région un peu à l'est là, de Montréal. Et là, tu as plusieurs nations algonquines. Tu as les Wescarini, les Quiché-Sépirini. Tu en as une bonne gang. Il y en a qui sont disparus là-dedans, mais aujourd'hui, on les appelle les Anishinaabe. Et ça implique, Anishinaabe, c'est une autre famille, si on veut. Puis là-dedans, tu as les Ojibwe aussi qui sont sur le lac supérieur. Donc, les Algonquins. Et les Algonquins étaient très proches des Wendat, là, géographiquement et aussi au niveau là, de l'Alliance. Et là, Donc, il y ça te donne une avait idée, un là. genre de guerre, finalement, qui s'est développée un peu entre ces deux clans-là, finalement, Ouais, entre entre les deux Wendat et blocs. Algonquins et Iroquoiens de l'autre côté.
ouais, c'est ça, le bloc iroquois plutôt, et le bloc algonquin-Wendat. Et ce qu'on résume, c'est que, disons, c'est important aussi, c'est intéressant de savoir, les Iroquois, moi tu sais, c'était les rivaux, nos grands rivaux au temps de la Nouvelle-France, mais j'ai Ouais. un grand respect pour eux, j'ai un grand amour pour eux. C'était une rivalité qui était pas, disons, génocidaire. C'était pas une rivalité où on veut s'annihiler. C'était vraiment autour du contrôle, tu sais, de la traite des fourrures. Fait que c'était une sorte de Il y avait une conflit. noblesse, en fait, Ouais, ouais, le respect guerrier, parce que c'est ça aussi, c'est toute l'affaire. Tu sais, il y a tout un moment dans l'époque humaine où est-ce que la guerre n'était pas une guerre génocidaire, comme tu dis, pour décimer, mais il y avait une espèce de forme de respect de son adversaire, de désir de contrôle, tu sais, puis à la limite, c'est qu'un coup que tu as gagné, d'abdiquer la victoire aussi, de reconnaître, puis tu sais, même à la limite, de ouais. pouvoir se faire traiter avec respect parce que tu admets la défaite, c'est des choses comme ça, là, tu sais. Ouais, ben disons, c'est ça. Il y avait quand même Je veux pas, des cultures je veux autochtones. pas romancer l'histoire, là, mais tu comprends ce que je veux Ouais, dire? c'est ça, ben c'est ça. On pense toujours à la guerre comme étant la guerre jusqu'à la fin, tu sais, puis le génocide total, mais il y a un Ouais, autre côté, tu sais, à la ben, guerre, tu sais, qui est la discipline, qui est l'art martial aussi, à la limite, tout l'aspect, même si je peux aller en Orient, l'aspect samouraï, tu sais, puis tout ce qui est c'est ça, les arts martiaux, ça vient de toutes ouais, ces ouais. philosophies-là, tu sais. Absolument. Puis les peuples autochtones, c'est des peuples guerriers, là. Les Iroquois, c'était un peuple très guerrier, là. Tu sais, puis la guerre, c'était une manière de se réaliser dans notre masculinité. C'était une manière de défendre, Oui. évidemment, les intérêts géopolitiques d'une nation et tout. Mais c'était des guerres qui visaient tu sais, qui reflétaient des rivalités par rapport au contrôle d'une région. C'était pas comme mettons, les Européens ou les Anglais, quand ils débarquent, c'est qu'eux, c'est comme une sorte de rouleau compresseur, puis ils écrasent tout sur le chemin. Puis éventuellement, la terre tu sais, ne t'appartient plus. Donc, dans le cadre de la rivalité entre les Français et les Iroquois, c'était vraiment basé tu sais, sur le contrôle un peu du bassin des Grands Lacs et du corridor laurentien pour la traite des fourrures. Il faut savoir, il y a un événement, un autre événement qu'on ne connaît pas qui devrait être une journée fériée au Québec, le 4 août. C'est la Grande Paix de Montréal qui a mis fin au conflit Ah, franco-iroquois. ben ouais. 40 nations qui ont signé un accord de paix. Et à partir de ce moment-là, les Iroquois ont totalement respecté, ou mettons de manière en bonne partie respecté l'entente, puis ils sont restés neutres jusqu'à la fin du Peux-tu régime. répéter, excuse-moi, la date, le 4 août? 4 août 1701, la Grande Paix de Montréal. Un événement unique, unique dans les annales des Amériques, et même à l'échelle mondiale. Il n'y a rien qui ressemble à ça. C'est une histoire parfaitement unique et qu'on ne connaît pas. Moi tu sais, quand j'ai découvert cet événement-là, j'étais choqué qu'on me l'ait jamais raconté. Ça n'a aucun sens. Ça devrait être un férié au Québec. Fait que C'est dans ces mêmes années-là, 2016, 2017, 2018, que j'ai lu un peu là-dessus. C'était peut-être même par toi, tu sais, peut-être ou tu sais, en tout cas et puis justement, quand tu lis ça, t'es comme My God, man, c'est donc bien big, c'est gros, c'est hot, là, tu sais. c'est hot, sans bon sens. Sans bon, 40 nations qui signent un accord de paix, là, tu sais. Puis, tu sais, ils mettent derrière eux toutes les haines intertribales. Tu sais, un événement vraiment là, à, à- à se remémorer encore et encore. Si on vient aux Iroquois, donc après, Ah ben check, les- je vais en profiter vu que tu fais un petit changement de sujet. On va faire la dernière coupure probablement, puis revenir pour la fin. Good. Fait que tu étais en train de revenir aux Iroquois, je pense. Oui, exact. Donc, c'est ça. Si on revient aux Iroquois, il y a un peu le mythe fondateur de la Confédération, c'est que les cinq nations se faisaient la guerre. Et il y a eu un personnage qui s'appelle Hiawatha et Dîner de Daga, je pense, le Great Peacemaker, qui sont venus liguer ensemble, qui ont dit arrêtons de se faire la guerre, puis liguons-nous ensemble. Et cette phrase qui dit tu sais, une flèche peut être cassée, une flèche seule peut être cassée facilement, mais si on en prend cinq ensemble ou plusieurs, et ça devient incassable. Et ils ont créé la Confédération iroquoise. Et c'est devenu une sorte en bon français, un powerhouse régional. Et il faut savoir que la Confédération iroquoise, la Grande Loi de la paix, a inspiré la Constitution américaine. Donc, les Iroquois, les Autochtones d'Amérique du Nord ont un rôle à jouer dans la Constitution américaine, dans l'inspiration du document.
et la Constitution de la République américaine. Donc, Et d'ailleurs, ce que tu viens de donner comme image, c'est ce qu'on appelle c'est le fascia aussi. Puis le même au niveau du logo, le logo d'avoir toutes les flèches regroupées ensemble avec souvent un drapeau, quelque chose ou une hache au sommet, tout ça, ça fait aussi partie de, comme mettons, l'évolution de la symbolique américaine. Puis aussi d'un autre côté, celle de Hitler, puis tout ça, mais dans le sens que la force du groupe, ça a de la symbolique à plusieurs niveaux, là. ouais, ben, c'est ça. Puis je crois dans la valeur des alliances, ça, c'est clair. Notre histoire en est un exemple patent. Donc, les cinq nations se sont liguées et sont devenues vraiment une sorte de puissance militaire. Et probablement avec la venue tu sais, mettons, de la traite des fourrures, l'avènement de la traite des fourrures, ben là, tu sais, il y a des tensions qui se créent. Tu sais, qui contrôle les corridors? Les Wendat étaient déjà très, très présents. Donc, on peut présumer que des tensions sont apparues entre les groupes durant cette période-là, là, entre Cartier et Champlain. Donc, quand Champlain débarque en 1603 à la Grande Tabagie de Tadoussac, donc les Alliés sont en train de fêter une victoire militaire qu'ils avaient remportée contre les Iroquois. Donc, les Français vont choisir, tu sais, de se ranger du côté de l'Alliance algonquienne-Wendat. Et ça, ben, de facto, ce que ça impliquait, c'est que les Iroquois se retrouvaient exclus de cette alliance-là. Ouais, ouais. Et donc, ce conflit-là va durer jusqu'en 1701. Fait que les Iroquois étaient vraiment une sorte de bloc, un pouvoir régional qui contrôlait toute leur portion de territoire. Et donc, la traite des fourrures est probablement venue exacerber les tensions qui pouvaient exister avec les Algonquiens qui étaient plus au nord. Puis les Français sont arrivés et ont dû, par la force des choses, les choses plutôt se sont rangées d'un côté et l'histoire suit ainsi, là. Si je te dis la Ligue d'Augsbourg, ça te dit Ligue quoi? d'Augsbourg, la guerre de la Augsbourg. Ligue d'Augsbourg, ouais. Ça, Ben, ça- la Ligue d'Augsbourg, ben, mettons, la Ligue d'Augsbourg en tant que telle, là, je suis peut-être moins spécialisé sur ce sujet-là en particulier, mais il y a la première guerre impériale de la Nouvelle-France entre les Anglais et les Français. C'est la guerre de la Ligue d'Augsbourg qui a commencé en 1689 jusqu'à 1697. OK. Fait que c'était Ça a été dans la période, justement, même de conflit aussi entre les nations autochtones, puis tout ça. Ouais, ben, les Iroquois étaient dans le coup. Disons, c'est un peu les combats, les affrontements durant cette période-là qui vont mener à la Grande Paix de Montréal, parce que les Iroquois, disons, vont payer un fort prix et à un certain moment, ils vont se dire qu'on est mieux de faire la paix avec mettons, l'Alliance franco-autochtone. Et ça a été le choix géopolitique qu'ils ont fait. Et ce choix-là va durer jusqu'au bout. OK. Tu parles, le traité de Paris, là, on est plus loin, 1663. Si on parle 1763. entre 1701 puis 1663, qu'est-ce que ça te dit, le traité de Paris, 1763. mettons? Ouais, 1763. Ouais, Ben, j'ai le dit traité de 16, excuse-moi, Paris, ouais, 1763, ouais, merci. le traité de Paris, en fait, c'est le traité qui vient donc officialiser les conclusions de la Grande Guerre. Ce que nous au Québec, on appelle ça la guerre de la conquête, qui est une belle manière mettons, pour le maître colonial ou le conquérant de nous rappeler la chose. Les Américains, eux, nomment cette guerre-là The French and Indian War. C'est-à-dire que eux, c'est très descriptif, ils se sont battus contre, ils se rappellent de s'être battus contre les Français et les Autochtones ensemble. C'est le French and Indian War. Fait que la 1763, en fait, c'est le traité qui vient mettre fin, disons, au régime, mettons, militaire, parce qu'en 1760-1763, c'est encore un régime militaire. Et là, on va installer un gouvernement civil. Et en même temps, il y a mettons, à travers le traité qui va être mis en place, il va y avoir des tentatives de pacifier les Autochtones aussi, qui étaient plus à l'ouest. Mais c'est ça, mettons, c'est le traité qui vient ouvrir le chapitre post-Nouvelle-France, là, avec le maître colonial britannique qui rentre, qui se met en place, disons. Tu parles dans certains extraits et je pense dans la tête des matières de ton livre aussi d'une hégémonie française autochtone aussi en lien avec les guerres de territoire dont tu viens de nous parler pendant plusieurs minutes là-dessus. Qu'est-ce que tu veux dire par hégémonie?
L'hégémonie, tu fais référence à la table des matières, c'est durant la French and Indian War, si je suis exact. Oui, je suis pas sûr en fait, là. L'hégémonie C'est juste que franco-autochtone se ça m'a poursuit. marqué parce que tu mets de l'accent quand même sur la force, je pense, de cette alliance, Ouais, même ouais. à un point de vue guerrier et peut-être à d'autres niveaux. Fait que je me Ah ouais. demandais si tu avais des Euh, trucs que tu aimais partager par rapport à ça en termes de cette alliance. Ouais, ben c'est ça. Disons, on peut pas parler. Quand je parle d'hégémonie, c'est vraiment dans le cours de la French Indian War, là. C'est parce que la première partie de cette guerre-là, on a botté le cul des Anglais systématiquement. Toutes les batailles, on les gagnait. Euh, donc, Ok, mais dis-moi en plus un peu là-dessus. Ben, je sais pas à quel point. Là, on est la première partie de la French Indian Wars, selon toi, c'est à peu près quelles années? ben, c'est 1754 à Fait 1750. Mettons la moitié de l'année 1758. Ça a commencé à virer de bord durant la deuxième moitié de 1758. fait que Mais ces jusqu'à ce moment-là, là, quatre on premières gagnait. années-là, l'Alliance franco-autochtone elle dominait selon les récits, les textes et tout ça. Écoute, on remportait tout. Des exploits militaires, la bataille de la Monongahela. Tu sais, parce que ce qui arrive, c'est ça, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, les Canadiens, tu vas avoir la milice qui va être mise en place par Louis XIV dans la décennie de 1660. Et c'est les Autochtones domiciliés, donc les Iroquois domiciliés, qui sont des sortes d'exilés des cinq nations, qui vont se déplacer puis s'installer autour de Montréal à partir de 1667. Les Wendat, les Abénaquis vont nous apprendre à faire la guerre de guérilla. Donc, nous, les Canadiens, les miliciens, on va apprendre à faire la guerre à l'autochtone. Tandis que les Anglais, eux autres, ils se battent à l'anglaise ou à l'européenne sur des grands champs de bataille. Ils ont peur de la forêt. Ils ne savent pas comment se promener dans un territoire sauvage. Ils sont complètement mésadaptés au territoire qui n'est pas défriché. Parce que nous, on a embrassé la forêt dès le départ. Nos ancêtres, les truchements, les coureurs de bois, on a complètement sauté dans l'aventure sauvage. Tu sais. Fait que les Autochtones nous ont appris à faire la guerre à l'Autochtone, à la guérilla. Et donc, une des tactiques qu'on avait, qui était d'une efficacité redoutable, c'est que les gouvernants Frontenac ont louangé nos miliciens. C'est qu'on partait, nous autres, les miliciens canadiens, on sait bien, on avait presque l'air d'Autochtones. D'ailleurs, Wolfe va le dire, il dit on n'a pas le droit, les soldats français, on n'a pas le droit de les scalper. Puis, sauf les Canadiens qui s'habillent comme les Autochtones. Fait que, Nice. on était difficile à distinguer les Autochtones même. Et ce qu'ils faisaient, c'est que les autorités françaises envoyaient des détachements de miliciens et de guerriers autochtones. Un exemple, mettons, on est à Trois-Rivières. Fait que là, il y a 200-300 miliciens qui se ramassent à Trois-Rivières. On est en janvier. Et là, il y a 300-400 guerriers autochtones qui se ramassent, des Abénaquis, des Iroquois, des Wendat. Puis, dis-toi, quand tu avais des miliciens qui partaient en guerre, tu avais tout le temps les guerriers autochtones à côté, parce que ça venait main dans la main pratiquement. Et là, mettons, l'objectif, c'est on part dans la région de Boston, donc un 500 km, on est en janvier en raquette, en toboggan, avec nos vivres, nos guns, notre bouffe. Puis on s'en va dans la région de Boston, puis on va aller dévaster la région. On va aller brûler les villages, on va aller faire des prisonniers puis ramener du butin. Et systématiquement, on dévastait les régions frontalières anglaises. Et c'est devenu tellement, disons, un modus operandi efficace que les Anglais étaient incapables de riposter. Il y avait pas un milicien valait trois soldats anglais. Là. Ils ne savaient pas se battre dans la forêt, dans le territoire nord-américain. Et ça, c'est W.J. Eccles dans Canadian Frontier, un Américain des années 60, son livre, puis il dit deux fois dans son livre the British soldiers or English soldiers were no match for the Canadians on the battlefield. On était juste trop fort pour eux. Puis les Autochtones, évidemment, c'était nos mentors, c'était de eux qu'on a appris à la guerre. Fait que ensemble, on était redoutables. Et à un certain moment, surtout dans la Deuxième Guerre impériale, là, la guerre de succession du trône d'Espagne en Qu'est-ce qui a 1700. changé en 1758? C'est ça que tu allais dire? Non, non, ben, en fait, je veux juste terminer Ah, ok, là-dessus, c'est excuse-moi, ok, que excuse-moi, c'est nos raids qu'on faisait, tu sais, on partait là, puis on dévastait des régions entières.
Ils ont ramené des dizaines de prisonniers, puis il y a plein de familles parmi les Iroquois, parmi les Mohawks aujourd'hui, les Abenaki, les Gill, les Tarbell, qui sont des descendants de captifs anglais qui ont été adoptés Hmm. dans les communautés autochtones, parce que d'autres, ils ramenaient des prisonniers, fait partie de leur butin, disons. C'était comme ça qu'eux eux se payaient avec la guerre. Donc, les Canadiens ont débarqué, puis à un certain moment, là, particulièrement là, en 1709, les Anglais, quand ils voyaient des plumes apparaître derrière les arbres, ils sonnaient l'alerte, puis ils s'étaient construits des bunkers. Tout ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils se réunissaient dans le bunker, puis ils attendaient que la tempête passe. Parce qu'ils n'étaient pas capables de riposter. Ils n'avaient Wow. pas les moyens, l'expertise, les compétences, disons, pour être capables de se mesurer aux miliciens canadiens. Fait que toutes les batailles jusqu'à, de 1689, mettons, jusqu'à 1758, t'as à peu près 30 ans de guerre, là, les quatre guerres impériales, là, 1689 à 1697, 1702 à 1713, 1743 à 1748, c'est la guerre de succession d'Autriche, et ensuite 1754 à 1760. Tu as la guerre de Pontiac, là, 1763 à 1765, mais c'est à peu près 30 années de guerre impériale. Sur ces 30 années-là, 28 et demi sont complètement à l'avantage des Canadiens ou de l'Alliance franco-autochtone. On leur botte le cul à chaque bataille, pratiquement. Les défaites qu'on a eues, les pertes territoriales, c'est des deals politiques qui sont faits en Europe. Quand on a perdu l'Acadie, c'est un deal qui a été fait entre la couronne française et la couronne anglaise. C'est pas une défaite militaire. Ouais. Donc, nous, on leur bottait. Puis, je vais te lire une citation. J'ai mon livre ici. Ouais. Ça, c'est l'historien Gary B. Nash, OK? Un Américain qui commente la première partie de la French and Indian War. C'est succulent et, disons, il y en a qui ne voudraient pas l'entendre. C'est ici, ça dit de l'opposition offerte par les Canadiens et leurs alliés dans la première phase de la French and Indian War, l'historien américain Gary B. Nash dira sans embâge 70,000 French Canadians and their Indian allies had taken on 1.5 million Englishmen, supported by the British Army, and whipped them hollow. Whipped them hollow. En traduction libre, leur a botté le cul Ouais, c'est pendant ça. tout ce temps-là. Ça, c'est un historien américain qui dit ça. Là. C'est pas un des nôtres partisans biaisés. Là. C'est un Américain qui dit ça. Donc, ça, si on savait comme la force militaire qu'on représentait, ben, je pense que ça nous donnerait peut-être un regard différent un peu sur l'ensemble de l'œuvre. Puis là, pendant qu'on est là, OK, je vais te le déballer. Il viendra le temps d'en parler en substance, là, mais quand on parle d'être défait militairement, la chute de Québec, OK, elle n'a pas été causée par la bataille des plaines d'Abraham. C'est très facile à comprendre ça. Quand on regarde la scène, là, la bataille des plaines d'Abraham, elle se passe, c'est le 13 septembre 1759. Elle dure une demi-heure. Les troupes britanniques vont remporter la bataille. Les troupes françaises, canadiennes vont retraiter après les échanges de tirs. Mais après la bataille, là, mettons, les troupes retournent à l'intérieur des murs de la ville de Québec. Il y a encore des milliers de soldats dans la ville. Il y a encore de la poudre, des munitions. Il y a encore de la bouffe pour 8 jours. Il y a des habitants qui sont là-dedans. La ville n'est pas encerclée, donc elle n'est pas assiégée. Les Britanniques, eux autres, ils sont en septembre. Fin septembre approche. Octobre, à Québec, l'hiver arrive bien vite. Eux autres ne peuvent pas passer l'hiver sur les plaines d'Abraham. Ils ne sont pas à l'intérieur des murs de la ville. Ils n'ont pas les moyens d'assiéger la ville et ils sont en situation extrêmement fragile. Tu as l'amiral anglais qui dit à Wolfe, euh, ensuite, en fait, Wolfe est mort dans la bataille, mais à James Murray, il va lui dire, tu sais, fais ton move. Si tu veux prendre Québec, fais ton move bientôt parce que dans pas long, nous, il faut qu'on reparte. Parce qu'ils peuvent pas, les navires anglais plutôt, peuvent pas être pris dans les glaces quand la glace appogne. Ouais, C'est ouais. l'annihilation totale des forces britanniques si c'est ça qui arrive. Les troupes britanniques ne peuvent pas rester exposées sur les plaines d'Abraham, exposées aux tirs des miliciens, les tireurs d'élite autochtones canadiens, avec le froid, le scorbut, la dysenterie, tout ça, sont en situation extrêmement, extrêmement fragile. Fait que moi, si entre la capitulation de Québec va se faire le 18 septembre, fait entre le 13 septembre et le 18 septembre, si moi j'ai de l'argent à mettre, à miser sur un bord ou sur l'autre, moi je mise sur les Français, puis je regarde la scène,
Je me dis, c'est impossible que Québec tombe à ce moment-là. Fait que là, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que Québec tombe aux mains des Anglais, que les Anglais investissent Québec et rentrent à l'intérieur des murs de la ville? Fait que, mettons, je peux te le dire, on peut garder le suspense, ou tu peux lire le livre, mais mettons, un jour, il va falloir adresser ça parce que le fait Ben que Québec là, est tombé, ouais, vas-y. non, non, mais là, j'allais dire, c'est sûr que moi, là, rendu de même, c'est sûr que moi, je veux que tu m'expliques qu'est-ce que tu as parce que honnêtement, c'est la première fois que je parle de ce sujet-là dans ce détail-là ici. J'ai jamais lu rien sur ce que tu viens de dire là. Donc là, pour moi, là, tu es dans la nouveauté, là, tu sais. Fait que c'est sûr que ça m'intéresse à 100%, mais ça dépend je pense, de toi, si tu veux donner un de tes gros punchs du livre ou pas, tu sais. Ben, on Ouais, s'entend que ben, il n'y a pas 60 000 personnes qui vont checker ça. c'est Fait ça. que, Ben, écoute, on est trop loin dans l'histoire pour reculer. Ce qui va arriver, OK, c'est que tu as l'amiral Boscawen ou Saunders, un des deux, qui met de la pression sur James Murray, qui a remplacé Wolf. Wolfe à la tête de l'armée britannique. Et il va lui dire, tu sais, fais ton move bientôt parce que vraiment, nous, faut qu'on quitte. Et là, ce qu'ils vont faire, les Anglais, ils vont écrire une lettre, une requestre des bourgeois de Québec. Et là, ils vont écrire avec une super belle calligraphie un texte qui va inviter les Français à donner les clés de la ville aux Anglais en honneur, ou plutôt en échange des honneurs de la guerre, puis de conditions qui vont, mettons, plaire aux dirigeants français de la ville. Et donc, vont parfumer la lettre, ils vont remettre ça à un gentilhomme, tout bien impeccable, bien habillé. Ils vont venir cogner aux portes de la ville pour remettre la lettre au gouverneur de la ville qui s'appelle Jean-Baptiste de Ramsey. Et donc, c'est une offre. Donnez-nous les clés de la ville, s'il vous plaît. On vous le demande gentiment, poliment. Donc, tu sais, ça serait cool. Tu sais. Et là, notre cher de Ramsey va tenir un conseil de guerre avec 14 officiers, 13 Français, un seul, mettons, natif d'ici qui venait de l'île du Cap-Breton. Et ils vont ensemble se consulter pour voter si on donne ou non les clés de la ville. Je te rappelle que les Britanniques sont exposés sur les plaines d'Abraham. L'hiver est imminent. Ils sont exposés au tir, au froid. Ils n'entourent pas la ville. N'assiègent pas la ville. Donc, c'est possible de ravitailler la ville. Il y a encore des munitions dans la ville. Il y a encore des soldats. Donc, Puis là, il n'y a aucune raison. avant que tu enchaînes, pardonne mon ignorance, mais en termes techniques de guerre et de victoire slash défaite, mettons avant que tu poursuives cette idée-là, le, une fois que la bataille en tant que telle des plaines de whatever, la demi-heure, l'heure que ça a duré, tout ça est fait, y a-tu quelque chose d'officiel qui sort de ça, comme de quoi qu'il y a une victoire vraiment? Parce que là, tu sais, il y a pas de déclaration, il n'y a pas de capitulation, là, tu C'est sais. une bataille. C'est ça. C'est comme, Fait que après la bataille, tu le sais, c'est jeu n'est pas encore joué après Ah non, il y a rien de ce joué, là. moment-là. Il C'est n'y a rien de ça. joué. Il n'y a OK, pas de c'est ça. défaite militaire J'ai juste être sûr française, là. que j'étais correct dans mon. Tu sais, Ouais. OK, Ah non, OK. eux sont là, ils sont sur les plaines, ils installent leur batterie, leur canon, tu sais, mais ils sont exposés. Ils se faisaient canarder là, par les Canadiens puis les Autochtones là, qui sont en périphérie des plaines et tout. D'ailleurs, c'est ces tireurs-là qui ont pu permettre à bien des soldats français et canadiens de retrouver la sécurité des murs de la ville parce que une fois que l'engagement initial est fait, c'est les Britanniques qui gagnent l'engagement. Là, tu réalises que tes rangs sont brisés puis que tu as le nuage de fumée là, qui est en train de se dissiper. Là, tu vois que finalement, les Anglais sont après de te courir après, surtout les Highlanders écossais qui étaient des guerriers plus grands que nature aussi. J'ai beaucoup d'admiration pour les Écossais. Les Highlanders, c'était l'ennemi, mais quand même, il faut savoir reconnaître l'excellence. Puis les Écossais, c'était des guerriers, des combattants Non, c'est ça. légendaires. Et ils sont partis à la poursuite des Français puis des Canadiens. Fait que là, tu as, vraiment là, une poursuite. Là, quelle scène à mettre en image là, un jour, tu sais. Puis ben, ils vont réussir, tu sais, la plupart vont retrouver Québec. Puis là, les autres sont là, sont sur les plaines, ils savent pas trop quoi faire. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu vas prendre tes canons, tu vas tirer ces murs, mais tu sais, il y a des limites aux dégâts que ça peut faire. Fait que Donc, là, t'as le meeting avec de Ramsey, les ouais, 14, puis le gars de Cap-Breton, c'est ça? ouais, exactement. OK. Et là, ils vont voter.
Moi, personnellement, moi, je considère que c'est un acte de trahison. Les raisons de cet acte de trahison-là, on ne peut que spéculer. Moi, je pense que probablement il y a une volonté qui a été communiquée d'Europe ou de France où des deals ont été faits, comme des deals ont été faits pour donner l'Acadie aux Anglais ou donner la baie du Son aux Anglais en 1713. Moi, j'ai le sentiment que l'ordre a été donné ou les consignes ont été données de quand l'occasion se présentera, mettons, vous donnez Québec aux Anglais ou c'est difficile à comprendre parce que ça se fait pas. Ça se fait pas. Quand tu n'es pas militairement battu, tu ne donnes pas les clés de ta ville. Tu ne fais pas une reddition en bonne et due forme. Et tu avais le chevalier de Lévis, qui lui s'en venait, d'ailleurs, c'est ça, tu sais, parlant des éléments qui pesaient Dans contre. T14, excuse-moi, c'était-tu y avait-tu dans cette bourgeoisie, y avait-il des personnes d'église dans ça, selon toi? Non, c'est des officiers. C'était juste des C'est des officiers. officiers de l'armée. Ok. Ouais, là, on est dans le monde militaire ici. Ouais, mais Et tu je. avais, c'est ça, mettons, parmi les bourgs de Montcalm, il a livré bataille à Wolfe le matin du 13 septembre. Il était à peu près 4500 troupes de chaque bord, mais tu avais 3000 troupes à Cap-Rouge, tu en avais à Montmorency aussi. Fait qu'il y avait juste à attendre quelques heures pour que finalement on ait un avantage numérique. Il a pas attendu. Mais tout ce monde-là, après coup, le chevalier de Lévis, qui était le second de Montcalm, puis lui, c'était un vrai guerrier. Puis je pense que si lui avait été à la place de Montcalm tout le long, l'histoire ne se serait pas écrite de la même manière. Et lui, il s'en venait. Puis donc, tu avais Vaudreuil et le chevalier de Lévis qui avait donné les consignes au gouverneur de Québec de dire tiens la ville tant que tu as de la bouffe, tu sais. Puis il y a eu même une mise à jour, disons, tiens la ville, on s'en vient. Et donc, les troupes s'en venaient, là. Il y avait vraiment là, une concertation qui avait été faite, puis il y avait des renforts qui s'en venaient pour refouler les Anglais pour de bon. Et donc, avant même que les renforts arrivent, la décision va être prise par Jean-Baptiste de Ramsey, où le Conseil, à 13 sur 14, vont voter pour donner les clés de la ville À aux Anglais. 13 sur 14. Ouais, ouais. Les 13 sur 14 ont dit on va donner, on va se rendre aux Anglais, on va donner les clés de la ville. Et quand Là, le chevalier de Lévis, ta voix dissidente, c'est-tu le représentant des ouais, c'est le Premières gars du Nations? Cap-Breton. Le Ouais, c'est le Breton. seul, c'est le seul qui a Ça, voté c'était un autochtone, c'est ça, lui? c'est un natif, non, c'est mettons OK, OK. un Acadien peut-être, là. Mais Ah, OK, il est OK. né, il venait de l'île du Cap-Breton. Là. T'es plus au Canada, là, sur l'île du Cap-Breton, mais t'es quand même en Nouvelle-France. Et donc, c'est ça. Ils vont donner la ville. Fait que quand le chevalier de Lévis va arriver à Québec, le 18 ou le 19, il va écrire, il va dire c'est inouï qu'on rende une place sans qu'elle n'ait été ni attaquée ni investie. Il était en furie parce qu'on n'a pas été battu militairement. C'est une reddition politique, diplomatique de Jean-Baptiste de Ramsey où on a donné les clés de la ville alors que militairement, on était en position de force face aux Anglais. Donc ça, moi quand j'ai compris ça, puis ça vient, là, c'est Hélène Kemper, une historienne, ça vient des livres, il faut juste creuser, il faut juste aller le voir. Mais notre cher establishment, moi pourquoi ils ont gardé ça sous le silence pendant 200 ans, mais la bataille des plaines n'a décidé d'absolument rien. Ce n'est pas là que ça s'est joué. Ça s'est joué le 18 septembre, quand Québec a donné les clés de la ville aux Anglais sans avoir été militairement vaincu. Fait que moi, je dis, si Man. c'est pas un scandale national, là, si c'est pas une vraie, là, une vraie colère patriotique, disons, là, je vois, si ça se passe pas, on est un peuple éteint complètement. Fait que je garde espoir qu'on va se réveiller un moment donné puis qu'on va avoir envie d'être un petit peu en colère, mais c'est un scandale. Écoute, j'apprends ça live, là, moi. Ça, j'avais aucune idée de ça et je trouve ça tellement intéressant parce que là, avec le temps qui nous reste, je partage absolument ton truc, mais c'est plus de l'étonnement pour moi, en fait, à ce moment-là. Un mélange de plein de sensations et d'étonnement parce que j'avais absolument aucune idée qu'il y avait cette version-là des faits qui existaient. Tu sais, je veux dire, déjà à la base, on ne connaît pas grand-chose sur cette période-là à cause de tout ce qu'on a dit au début du podcast numéro 1, parce qu'on va être rendu dans le podcast numéro 2, mais sur à quel point qu'on n'apprend rien là-dessus.
Mais là, le lien que tu apportes ici avec ma série, puis on va finir en parlant un peu de voir s'il y a des atomes crochus là-dedans, est assez fantastique parce que là, on est en 63 en septembre. Là, on est en 759. Excuse-moi, en 59 en septembre. En 63, tu as le traité de Paris après. Puis moi, fait que je vais te faire transiter un peu sur un autre penchant. À moins, juste avant, il y avait-tu autre chose que tu voulais rajouter sur ce moment-là? Parce que c'est super gros, ce que tu viens de dire, ou tu sens que tu as quand même bien clos Ouais, ton... ben, c'est la trahison de Québec. Voilà. La grande C'est ça. trahison de Québec, en fait, cent Ouais, pour cent, 100%. ouais, ouais. Je vais t'amener en quelque part. Euh, Quand je te parlais au début de la série Le Québec en quarantaine, ce qu'on a fait, nous autres, on a commencé avec la fondation des États-Unis. Ça, c'est 1775, 1776 dans ces eaux-là ici. Fait qu'on parle d'à peu près 15 ans après ces événements-là ici. Ouais. Entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses entre les révolutionnaires américains et le peuple canadien, français, métissé et les nouveaux conquérants anglais. Plus, après ça, il y a eu la question des loyalistes aussi. Mais un gros point que nous autres, on apporte en fait dans le premier gros épisode de ma série, c'est 1774, qui est l'acte de L'acte Québec. de Québec, ouais. On connaît quand même ça, j'imagine, tu sais, on s'entend. Ouais. Parce que pour la langue générale de la série, qui est en fait la notion que euh, au Québec et au Canada, on est encore britannique, mais comme c'est quelque chose qui n'est pas discuté, tu sais, dans la vie de tous les jours. Et tu sais, on est supposément un pays Canada. On s'est détaché quand même de l'Empire, mais on garde un peu les fioritures, si on veut, de prestations, tu sais, mais on n'est pas sous une monarchie, tu sais, vraiment, et tout ça. On est quand même supposé être un pays qui est démocratique et tout ça. Mais selon mes invités, leur analyse et En tout ça, principe, ouais. Mhm. c'est ça, c'est que c'est pas vrai, en fait. Tu sais, on est clairement sous l'hégémonie de la couronne, de la reine, et l'Empire britannique est ce qui dirige, en fait, encore à ce jour, les territoires britanniques. Il n'y a pas eu de changement de carte du monde après la Deuxième Guerre mondiale et supposément la fin de l'Empire britannique. L'Empire britannique a encore les mêmes territoires. La reine et maintenant le roi ont les mêmes pouvoirs. C'est le roi qui dirige notre armée, si jamais on voulait. C'est pas le Canada qui dirige, c'est encore l'armée britannique. Et en fait, on est encore, parce qu'à ce moment-là, il y a eu, dans les années 1700-1800, il y avait la question de l'Amérique du Nord britannique. Et moi, l'angle que j'amenais, c'est pourquoi j'ai dit que c'était le Québec en quarantaine, c'est que, selon moi, quand j'ai compris les travaux de mes invités, entre autres Mathieu Herret, Pascal Chevrier et Rénal Rouleau par la suite, qui s'est amené dans cette série-là, c'est que le Québec, finalement, a été un territoire utilisé pour coloniser les États-Unis qui venaient de perdre, finalement. Donc, l'importance de contrôler la population du Québec, c'est natif, et avec tout ce que tu m'apportes, l'hégémonie franco-autochtone dont tu parles, ça fait encore plus renforcer cette idée-là, finalement, que la chape de plomb qui a été mise sur le Québec culturellement, énergétiquement, au niveau même énergie dans le sens de l'énergie le- le- Les le- terres, au mettons. Québec et puis toute l'équipe, non, même au niveau financier, économique, OK, etc. OK. Et au niveau de la division avec la langue, a été fait pour nous maintenir, si on veut, dans une espèce de quarantaine dans le temps pour pouvoir revenir ici, infiltrer nos institutions et recoloniser l'Amérique et contrôler finalement les États-Unis comme une marionnette, mais ça reste que c'est toujours l'Empire britannique qui contrôle les États-Unis par le biais du Québec, qui est devenu le Canada par la suite. Donc ça, c'est un peu l'angle général que j'ai amené dans la série, qu'on a délié sur 11 épisodes. Mais la question de l'acte de Québec, ce qui s'est passé là-dedans, c'est fondamental parce que dans le fond, puis là, je vais te lire un extrait. Puis je ne sais pas si toi, tu avais suivi la question des 13 colonies américaines parce que tu t'intéressais à ça, vu que tu venais des. Tu m'as dit, en fait, au début, oui, finalement, tu m'as dit que tu t'intéressais beaucoup à ça. Mais tu sais, tu avais Benjamin Franklin qui était le chef de file, si on veut, des 13 colonies qui regroupaient ça dans les conseils septentrionaux qui appelaient à ce moment-là, quand ils ont décidé qu'ils allaient, oui, décider de faire la guerre puis de se débarrasser de l'hégémonie britannique pour eux autres ici.
Mais lui, il est venu au Québec. À ce moment-là, ils sont venus recruter les Canadiens français pour être la 14e colonie, dans le fond, des États-Unis. Parce qu'eux autres, ils voyaient bien qu'on était en train de se faire embarquer, puis on avait perdu, mais ils avaient compris un peu la manigance qu'eux autres, ils voulaient s'en sortir. Et ils essayaient de venir nous recruter pour qu'on soit avec eux, dans le fond, contre cet empire-là ici. Et en 1774, l'acte de Québec, finalement, c'est une combinaison, c'est une bribe aux Québécois, Canadiens, Français de l'époque, entre l'Église catholique, puis c'est pour ça que je te demandais tantôt s'il y avait dans les personnages des gens de l'Église, et la couronne, finalement, parce qu'on a promis, en échange de territoire, de statut, finalement, de sujet sous la couronne, il y avait aussi tout l'aspect catholique de l'Église là-dessus qui était inclus dans l'Acte de Québec pour dire que si les Québécois, Canadiens, Français se joignaient à la résistance américaine ou à ce moment-là des révolutionnaires, qu'on allait les excommunier de l'Église. Donc, il y a eu une guerre spirituelle qui a été faite, et à cette époque-là, on sait à quel point que c'était important, qui a été faite, donc combinée avec la guerre territoriale et économique et politique sur, sur notre population, sur nos ancêtres ici, à ce niveau-là. Fait que je ne sais pas si tu veux rebondir là-dessus, sinon je vais enchaîner avec le truc, mais ça te parle-tu parce que la question que tu avais, que tu te demandais qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, comment ça a été décidé que ces 14-là ont sorti le vote qu'ils ont sorti. Moi, je vois le filon, je le vois là. Entre l'Acte de Québec, qui est venu plus tard, j'ai l'impression que les mêmes rouages politiques cachés, c'est les rouages qui ont mené à l'Acte de Québec, c'était du contrôle déjà face aux bourgeois puis aux généraux de ce temps-là, qui étaient déjà en place par les agents de la couronne et par ces entités-là, finalement, là, qui avaient déjà le plan d'être sûr qu'ils allaient pouvoir garder le contrôle sur le nord du territoire américain en prévision de la révolution qui commençait. Et puis aussi pour bloquer, parce que nous autres, l'autre angle qu'on amène, c'est qu'il fallait qu'ils bloquent la Russie. Parce que la Russie était en train, il y avait des plans qui se dessinaient dans les années 1700-1800 pour lier avec les États-Unis. Et c'est pour ça qu'ils ont forcé la vente de l'Alaska aussi. Fait qu'il y a tout ça là-dedans. Fait que, tu sais, je m'excuse, je te fais un gros résumé, mais pour moi, en tout cas, ce que tu viens de m'amener fait encore une fois un lien clair et logique entre ces deux trucs-là. Fait que je sais pas ce que ça te dit, feeling, réaction. Ouais, ben disons, c'est ça, certainement que ça nécessiterait de plus amples échanges là, pour vraiment que je saisisse vraiment la thèse avec laquelle tu travailles. Mais c'est sûr, les Britanniques, il faut leur donner ça, c'était des pragmatiques. Ils avaient un génie pragmatique et la gestion indirecte, la gestion coloniale, indirect rule. Et ils savaient, disons, doser la manière de fonctionner entre le contrôle que tu exerces puis la marge de manœuvre que tu offres. L'acte de Québec, c'était une manière, si on veut, de pacifier les Canadiens français, dans mon livre à moi. Évidemment, de faire plaisir aussi ou disons, de protéger les territoires autochtones à l'est, plutôt à l'ouest des Appalaches. Et ça l'a mis en colère encore davantage là, les Américains parce qu'eux voulaient, convoitaient l'Ohio, les montagnes la région à l'ouest des Alleghenies. Donc, cet acte-là a été, mettons, à la fois une des causes de la Révolution américaine, les Intolerable Acts, je pense, ou les Intolerable il y a un terme, là, puis l'Acte de Québec faisait partie de ça. Et c'était une manière disons, de s'allier les Canadiens français, d'acheter la paix, si on veut. Puis il faut comprendre qu'après la conquête, les Britanniques ont mis de leur côté et les seigneurs, l'aristocratie et le clergé. Et donc, le peuple s'est vraiment retrouvé. Puis cette Là, donnée-là, tu parles des disons, seigneurs français puis du clergé français, là. ouais, ouais, c'est ça. Les bourgeois, ils ont été achetés finalement dans ça, c'est ça, parce qu'ils leur ont donné, Absolument. ils leur ont donné ce ils les ont achetés. Ouais. Tu sais, C'est ça, vous gardez votre pouvoir, vous gardez un certain positionnement sur Mhm. la société et en retour, vous donnez votre allégeance. Puis il y a un texte de Denis Delage qui est super important. Puis mon épilogue, disons, se base beaucoup là-dessus. C'est la peur de passer pour des sauvages. Donc, nous, Ouais, ensuite, sous le régime britannique, sous le regard du nouveau maître colonial, tu sais,
eux se sont assurés de mettre la clôture entre les Canadiens et les Autochtones parce qu'eux, ils ont goûté pas à peu près à la puissance de feu de ces forces militaires. Et donc, se sont assurés on brise, disons, cette alliance-là. Et nous, sous le regard du nouveau maître colonial, ben, on n'avait pas intérêt à leur rappeler notre propre autochtonie ou notre proximité avec les Premières Nations. Et avec le temps, on s'est comme distancé, disons, de nos frères et nos sœurs autochtones et de notre propre autochtonie à l'intérieur de nous. Et ça a donné place, disons, à une sorte de honte de soi qui éventuellement va donner place à un oubli carrément de nos racines. Et l'histoire qu'on s'est racontée, nos historiens, nos écrivains, nos journalistes, notre élite, a décidé de se ranger du côté de la France. Donc, on s'est dit, nous, on était juste des Français en Amérique. Les Autochtones, on n'a rien à voir avec eux, ou à peu près pas. On a fait un peu de traite des fourrures, mais il n'y a pas eu vraiment d'influence qui nous a été, mettons, qui a été faite de notre côté. Fait que ça, pour revenir au point que tu faisais, ben, c'est ça, tu sais, cet acte-là de Québec a été vraiment une sorte d'alliance ou de partenariat ou de pacte entre le clergé, l'aristocratie et l'État ou l'Empire contre le mouvement républicain, le mouvement révolutionnaire républicain. Donc, pour moi, D'accord. le 1774 est un moment très important dans le déploiement de tout ça. C'est malade, mon gars. Je suis tellement content que tu aies décidé d'embarquer et qu'on fasse 2 épisodes finalement parce pour moi, ce lien qu'on vient de faire là est tellement important et j'avais aucune idée. Fait que merci d'avoir lâché ton gros morceau sur ça. Écoute, on va après ça, on va faire une conclusion. Mais juste avant, je veux quand même lire l'extrait que j'avais relevé de la lettre de Benjamin Franklin. Si tu permets, ça va durer peut-être entre 1 et 2 minutes pour que les gens voient un peu la substance de ce que ces révolutionnaires-là américains avaient déjà remarqué de ce qu'on vivait ici au Nord, puis pourquoi Ben Franklin est venu ici pour tenter de nous recruter. Il est venu là, 6 à 9 mois, si je ne me trompe pas, au début des années 70. Et ça s'est conclu parce qu'il y a eu plusieurs lettres, là, il y a eu plusieurs échanges. Il a envoyé des missives ici et tout ça. Puis il y avait un échange quand même dynamique sur plusieurs années entre nos responsables ici à Guess et puis eux autres là, qui étaient en train de créer leur structure de gestion. Donc c'est ça, ça s'est conclu entre autres par le Congrès général de l'Amérique septentrionale du 26 octobre 1774 à la lumière de l'Acte de Québec. OK? Et c'était une lettre adressée aux habitants du Canada français. C'est ça, il y a eu d'autres communications après. Donc, je vous lis un extrait de la lettre signée par Benjamin Franklin. Mais vous servant de cette sagacité si naturelle aux Français et dédaignant d'être déçus par le faux brillant de cet extérieur, examinez la plausibilité de ce plan en parlant de l'acte de Québec. Et vous trouverez, pour me servir des paroles de la Sainte Écriture, que ce n'est qu'un sépulcre blanchi pour ensevelir votre liberté et vos biens avec votre vie. Vos juges et votre soi-disant conseil législatif dépendent de votre gouverneur, les gouverneurs qu'on a encore aujourd'hui en 2023, là, et lui-même dépend des serviteurs de la couronne en Angleterre. Ça, c'est les agents de la couronne dont on a parlé beaucoup avec Rénald Rouleau dans la série, pour ceux qui ont écouté. Le moindre signe du ministre fait agir ses puissances législatives, exécutrices et celles de juger. Vos privilèges et vos immunités n'existent qu'autant. OK. Fait que je vais finir la lecture de l'extrait. Donc, vos privilèges et vos immunités n'existent qu'autant que dure sa faveur et son courroux fait évanouir leur forme chancelante. La perfidie a été employée avec tant d'artifice dans le code de loi que l'on vous a récemment offert que quoique le commencement de chaque paragraphe paraisse être plein de bienveillance, il se termine cependant d'une manière destructrice. Et lorsque le tout est dépouillé des expressions flatteuses qui le décorent, il ne contient autre chose sinon que la couronne et ses ministres seront aussi absolus dans toute l'étendue de votre province que le sont actuellement les despotes de l'Asie et de l'Afrique. Qui protégera vos biens contre ces édits d'impôts et contre les rapines de supérieurs durs et nécessiteux? Qui défendra vos personnes des lettres de cachet, des prisons,
des cachots et des corvées fatigantes, votre liberté et votre vie contre des chefs arbitraires et insensibles. Vous ne pouvez, en jetant vos yeux de tous côtés, apercevoir une seule circonstance qui puisse vous promettre d'aucune façon le moindre espoir de liberté pour vous et votre postérité si vous n'adoptez entièrement le projet d'entrer en union avec nos colonies. Et là, il Hmm. parlait bien Wow. sûr des colonies américaines sur lesquelles il voulait qu'on s'allie avec eux. C'est quand même Wow. big, pareil. Et ça, c'était les révolutionnaires. Et là, tu t'imagines si l'acte de Québec n'avait pas eu lieu, si on avait eu la force de résister à ces pots de vin, mais on était déjà probablement gangréné fortement dans la bourgeoisie et l'aristocratie qu'on avait à l'intérieur. Je veux dire, les gens qui sont arrivés ici, les gens qui étaient déjà au pouvoir, même les Français, il ne faut pas se cacher, c'est pas tous les Français qui étaient bons, puis le pouvoir en haut était déjà bien accoquinés ensemble de façon internationale lorsqu'on parle de royauté, de bourgeoisie, de famille de contrôle, tu sais, puis on peut remonter à la Rome avant et tout ça. Tu sais, ça c'est toute langue que moi m'intéresse aussi, plus l'aspect plus long dans l'histoire. Tu sais, la longue marche de l'histoire est très longue là-dessus. Fait que je sais pas si ça Ben, te. ouais, ben c'est intéressant, c'est hyper intéressant d'entendre les mots de Franklin. Mais faut savoir aussi, tu sais, les Américains, tu sais, sous le régime britannique, ils avaient quand même une certaine, ils étaient exercés à l'autonomie politique, à une gouvernance, tu sais, représentative. Tandis qu'en Nouvelle-France, qui est une colonie mercantile, disons, la chose politique, le peuple canadien a été beaucoup moins initié à ça. Il y avait beaucoup moins d'espace, disons, entre guillemets, démocratique que dans le contexte britannique. Donc, la maturité politique du peuple canadien était, à mon avis, peut-être un peu en retard sur celle des Américains. Et donc, tu sais, tu sais, parce que quand j'entends ça aujourd'hui, tu sais, j'aurais aimé, moi, qu'on se défasse tu sais, du joug impérial anglais, mais on n'avait pas eu encore. Tu sais, c'était une question de temps, je pense, avant qu'on devienne une république ou quelque chose qui ressemble à ça, mais c'était peut-être un peu tôt dans notre processus de maturation Ouais, politique. ouais. Parce qu'autant de la Nouvelle-France, on n'avait pas, tu sais, il y avait le Conseil souverain, tu sais, il y avait quelques instances, mais tu sais, c'était une gestion autocratique, là. Donc, les gens du peuple n'étaient pas exercés à la chose politique comme ils pouvaient l'être dans les colonies américaines. Donc, ça a été une occasion peut-être qui a été manquée pour au moins, disons, s'affranchir de l'Empire britannique. Écoute, je suis 100% d'accord avec toi. Tu sais, on s'entend, là, je veux dire, même encore aujourd'hui, le Québec est un bébé naissant. Là, tu sais, si on parle d'une nation, là, je veux dire, 400 ans d'histoire, mais je veux dire, c'est rien comparé à d'autres nations et tout ça. Fait qu'à ce moment-là, en effet, on était sans aucune maturité, mais il y avait une belle naïveté qui était là. Et malgré tout, probablement que euh, euh, en tout cas, bref, j'allais ailleurs, mais je vais arrêter ça là. Mais non, ton commentaire est très juste, en fait. Bref, c'est ça que je veux dire. Je suis 100% d'accord avec toi. Écoute, Marco, Vingendaire, c'est fantastique. En terminant cette série, finalement, de deux épisodes, j'aurais pas le temps d'élaborer la question autant que j'aurais voulu, mais je veux quand même qu'on prenne le moment d'aborder la question plus autochtone, juste rapidement. Parce que, bon, je t'ai partagé des trucs que je regrette quasiment tantôt, un peu intenses par rapport à mes idées, toutes les affaires de physique et tout ça, mais de mon point de vue, tu sais, il y a quand même la question du savoir autochtone, toutes des choses qui, aujourd'hui, par des gens qui sont les sceptiques, les critiques et tout ça, n'ont pas vraiment de saveur scientifique, n'ont pas vraiment quasiment d'importance en termes de corpus de connaissances. Si on compare ça avec la science moderne, les lumières, etc. ici. Et au travers de ça, il y a la question aussi mythologique qui est liée. Fait que, je ne sais pas si j'ai une question en fait alliée avec ça, mais je t'ai mentionné un peu plus tôt qu'il y avait toute une période de temps dans ces années-là où est-ce qu'on avait une espèce de débat de quelques mois là, tu sais, sur la science autochtone versus la science moderne qui, moi, m'avait interpellé parce que pour moi, il y a juste une méthode scientifique, tu sais. Puis si les choses marchent,
eh bien, elle marche et c'est pas plus compliqué que ça. Et l'observation du monde réel, quand tes méthodes marchent, ben, c'est scientifique parce que tu as un impact mesurable, puis that's it, that's all. Tu n'es pas obligé d'avoir des études contrôlées à double aveugle pour que savoir que quelque chose est scientifique. Ça, c'est la fallacie du système académique moderne, selon moi, mais peu importe. Euh, Dans tes recherches et tout ça, qu'est-ce que tu as gardé euh, de la contribution plus au niveau savoir autochtone peut-être et à la limite mythologique? Où est-ce que tu voudrais aller avec cette question-là? Y a-t-il quelque chose que tu aimerais partager qui te vient en tête par rapport à ce sujet-là, peut-être en terminant l'épisode, alors qu'on redescend un peu plus dans le monde C'est ça, moderne? quand même. Ben, je dirais, en fait, moi, ma démarche, tu sais, pour la positionner en fin de piste comme ça, mon livre, c'est l'histoire de mon peuple. C'est l'histoire des Canadiens. C'est le récit canadien de la Nouvelle-France. Fait que je fais pas l'histoire des Autochtones. J'ai pas, évidemment, je vais parler des Autochtones, mais dans la mesure où ça fait partie du récit canadien. Donc, de mon côté, tu sais, donc je vais pas, outre disons, mes chasses gardées ou outre mettons, mon territoire, si on veut. Ouais. Mettons, ça serait la première chose. Mais ce que je peux dire, c'est que, premièrement, je me sens profondément interpellé par la chose autochtone, disons, par tu sais, les cultures autochtones. Ça m'a toujours habité. Puis je pense que aujourd'hui, je comprends mieux aussi pourquoi ça m'a toujours habité. C'est quelque part, tu sais, mettons, génétiquement ou culturellement, j'ai hérité d'un certain héritage, d'une certaine autochtonie via mon propre bagage, via ma propre généalogie, disons, et ma propre appartenance à la québécoisie. Je dirais, mettons, les Autochtones, pour moi, ont quelque chose à apporter face à ce qu'on vit. D'une part, mettons, quand on parle, tu sais, mettons, de science, tu sais, je donne un exemple. Il y a une dame qui s'appelle Catherine Jérémy, une Canadienne au 18e siècle, qui était une herboriste très reconnue à son époque et mettons, elle a fait des recueils mettons, de livres ou d'écrits sur toutes sortes de plantes. Puis son savoir venait beaucoup des Premières Nations. Elle allait vraiment auprès d'eux, puis elle recueillait leurs informations et tout. Et d'ailleurs, ses mémoires ou ses écrits sont dans une boîte qui n'aurait pas été inhumée au Muséum d'histoire naturelle de Paris depuis ce temps-là. Fait que s'il y a quelqu'un qui passe par Paris, il y a peut-être des documents bien intéressants qui nous attendent. Mais tu sais, les Autochtones avaient une connaissance tellement intime, tellement fine du monde naturel dans lequel ils évoluaient, les plantes, les vertus des plantes, comment naviguer, comment tu sais, se déplacer sur le territoire. Ils savaient lire les paysages, ils savaient lire le ciel, la météo. Tu sais, ils avaient là un sixième sens tellement développé tu sais, qui est presque impensable pour nous aujourd'hui, là, occidentaux du 21e siècle. Tu sais. C'est quelque chose que j'ai pu voir à travers mes recherches, vraiment cette sorte de symbiose, disons, avec le monde naturel. Et je pense que ces capacités, ces compétences-là pourraient être très, très bénéfiques d'être, disons, ramenées à la mémoire puis remis en pratique. Puis je le vois d'ailleurs, hein, dans les marges du Québec, là, il y a beaucoup de gens avec qui je suis en lien, de près ou de loin, tu sais, qui sont en train de jouer avec les savoirs autochtones. D'ailleurs, mon éditrice, là, l'édition La Métisse, elle a publié un livre Usage autochtone des plantes médicinales du Québec. Et ce savoir-là vient des Premières Nations. Donc, il y a vraiment, je pense, tu sais, une connaissance du monde naturel tu sais, qui vient du monde autochtone qui pourrait être très, très bénéfique aujourd'hui. Leur spiritualité m'inspire énormément parce que tu sais, on me disait que c'était des animistes, tu sais, ils vont se prosterner devant une roche. Tu sais. Non, c'est qu'ils comprenaient que tout est habité de spirit, de l'esprit, il se savait à l'intérieur d'un grand écosystème, dans cette grande roue. Il ne se mettait pas en haut de la chaîne, il comprenait que il faisait partie d'un grand tout. Donc, cette humilité, pour moi, serait très salutaire pour les gens de notre époque face au monde naturel, face à la vie, face à la mort. Fait que, tu sais, leur bagage culturel, le parfum, disons, de leur héritage
je pense, pourrait ramener beaucoup de beauté dans ce bas monde. Et au niveau de la science, ben, tu sais, je pense que la méthode scientifique, justement, est universelle, elle peut s'appliquer à tout. Et au fur et à mesure qu'on est capable de restituer les savoirs autochtones, parce qu'il y a beaucoup de savoirs qui ont été perdus, mais quand même, selon les familles, selon les régions, il y a des rivières qui ont continué de couler, disons. Et tu sais, si on est capable tu sais, à travers les traditions orales, de ramener ce corpus de connaissances à la surface et tu sais, vraiment de le mettre là, sur papier et de le tester, de jouer avec, de le faire, tu sais, de l'enrichir, ben, moi, je pense que tu sais, ça vaudrait la peine d'aller de l'avant et justement d'enrichir finalement nos propres, notre coffre à outils tu sais, du 21e siècle pour faire face aux défis auxquels on connaît, qu'on vit. On pense à. Tu sais, donc, je ne suis pas un fan ou je ne suis pas un. Donc, je ne m'inquiète pas nécessairement tu sais, du réchauffement climatique causé par le CO2. Je pense que c'est un narratif qui est instrumentalisé, mais quand même, tu sais, la destruction des milieux naturels, des écosystèmes, tu sais, Oui. on a des changements à apporter. Mais comment est-ce qu'on procède, on assure un développement qui est durable, mais pour de vrai et pour de bon. Ben, je pense que tu sais, la restitution de ces savoirs autochtones, de ces sagesses autochtones, peut être des sources d'inspiration importantes. Donc, je ne vais pas plus loin que ça parce que vraiment, je pense que ce serait un autochtone qui aurait à peut-être s'exprimer sur tu sais, le lien avec la science et tout. Tu sais, mais moi, j'ai un amour profond, profond pour leur contribution à l'humanité, leur couleur, leur beauté, puis un peu de nous en eux et un peu de eux en nous. Fait que l'occasion est belle peut-être pour se réconcilier avec cette partie-là de notre histoire. Je vois à la fin de notre rencontre, Marco, un futur possible, une ligne de temps possible où est-ce qu'on met sur pied dans un an ou deux une espèce de congrès national, une espèce d'événement un peu basé sur les gros événements américains de conférences style ufologie ou choses comme ça ou spirituelles, où est-ce que on pourrait refaire une espèce de, peut-être pas une tabagie, mais la tabagie du Québec cosmique ou quelque chose comme ça, où est-ce qu'on aurait tous les meilleurs représentants des nations qui sont encore là, des Québécois, des immigrants bien sûr, et des disciplines scientifiques et spirituelles et autres pour faire une espèce de symposium, un expo du Québec cosmique, où est-ce qu'on pourrait commencer à peut-être faire la paix avec ces sujets-là. C'est quelque chose qui serait vraiment fantastique. Puis sinon, l'idée de poursuivre cette conversation-là dans un futur indéterminé avec justement quelques personnes d'origine autochtone qui ont envie de partager leur savoir, peut-être nouvellement, peut-être que l'énergie est rendue à un endroit où est-ce qu'ils ont envie de ça à certains niveaux. Je pense qu'il y a des conflits même internes à certaines communautés là-dessus, puis c'est quelque chose qu'il faut respecter et chaque chose est en son temps, mais avec les prophéties autochtones nord-américaines, il y en a qui commencent à dire que c'est le temps dans différentes tribus, en tout cas, là, de parler puis d'unir les Blancs avec ça aussi dans ces savoirs-là. Fait que, à suivre. Puis je te finirai ça avec une parenthèse, Marco, parce que dans une de tes phrases que tu as écrites, encore une fois, je pensais dans ta table des matières ou dans un texte qui m'avait marqué, puis pourquoi je voulais parler un peu de ça, puis je suis content d'avoir eu ton commentaire. Tu avais parlé un christianisme syncrétique. Tu avais écrit ces mots-là. Est-ce que tu te souviens? Ouais. Et Ça, c'est le dans christianisme synthétique, pour moi, encore une fois, l'écriture. ça fait mon filon est là-dedans parce que quand on parle de syncrétisme, c'est une espèce d'union entre différentes factions scientifiques et spirituelles. Et le christianisme, donc dans son aspect plus gnostique ou syncrétique, est quelque chose qui transcende en fait la religion, qui est beaucoup plus lié avec ce qu'on pourrait appeler la religion pérenne. Le lien pour moi est clair là. Et donc, étant donné moi, que je n'ai pas de discipline officielle, je ne suis pas auteur dans un domaine précis, tout ça, moi, j'aime ça sauter dans toutes les tales. Fait que j'espère que je peux faire ça avec respect et tout ça et pouvoir parler de ces trucs-là. Mais
Donc, avec humilité, bien sûr, et sans vouloir parler au-delà de mes connaissances qui sont très, très minimes. Mais lorsqu'on parle, parce que dans des gens, si je reviens à faire le lien avec notre premier épisode au début, comme mettons Nomos TV, l'aspect catholique, eux autres, ils ont un désir de retour avec la morale religieuse, la structure de la religion qui aide à structurer la société. Tu sais, et c'est très compréhensible, puis il y a de la valeur là-dedans, dans la morale religieuse, selon moi. Mais dans ça, il y a une démonisation de tout ce qui est traité et étiqueté comme le paganisme, donc l'animisme, tu parlais de ça tout à l'heure, et ça, c'est regardé de haut beaucoup. Mais moi, au contraire, moi, ce que je vois dans ça, c'est la religion pérenne, dans le sens que c'est l'observation de la nature au niveau de la compréhension, de l'unification, qui à ce moment-là est vue juste spirituellement, mais qu'aujourd'hui, on peut interpréter scientifiquement par la physique unifiée et ramener la notion de l'éther, qui aujourd'hui est appelé le vacuum de fluctuation quantique ou l'énergie du point zéro. C'est la même chose, c'est l'éther. Et au travers de tout ça, tu as des archétypes énergétiques qui émergent, qui sont toujours en lien avec le changement d'environnement naturel coordonné par le Soleil, les astres et la Terre slash Gaïa, pour le dire. Lorsqu'on enlève les couches de religion et d'institution et d'interprétation des textes, il reste un aspect sacré des textes qui transcende tout ça, qui est syncrétique avec le savoir autochtone, selon moi, ici. Et on est très bien capable, si on veut s'unir dans une vision rationnelle, logique, scientifique, de traiter des savoirs, je pense, autochtones dans cette loupe-là, en tout cas, puis essayer d'amener, je pense, un renouveau scientifique autant que spirituel unis ensemble au travers de tout ça. Fait que je voulais te dire ça parce que moi, tu as écrit christianisme syncrétique, ça m'a tout de suite sauté aux yeux. Et pour moi, il y a façon peut-être même d'aller amener des gens qui sont très, très sceptiques, très religieux, mais qui ont des doutes par rapport à la religion, mais qui tiennent à l'aspect moral de la chose, plus qu'à l'aspect religieux, hiérarchique et prêtre et cérémonie. Je pense qu'on est capable d'aller chercher cet aspect moral-là dans son aspect périn, autant scientifique que spirituel. Fait que moi, c'est le message que moi, je veux lancer. Comme les gens qui me connaissent, qui m'écoutent un peu, j'essaie toujours de lancer des salves ou des flèches dans les terres, si on veut. Et suite à la rencontre que j'ai avec toi, moi, c'est ce que je veux lancer à ceux qui vont tomber là-dessus, dans l'optique peut-être dans un futur quelconque d'ouvrir des dialogues à ce niveau-là. Fait que, Marco, Vincent, avec ce que je viens de te dire, je te laisse quelques instants si tu veux conclure, si ça t'a inspiré des derniers mots, si tu veux regarder le Québec dans le franc des yeux, leur dire premièrement où est-ce qu'on peut te trouver. Je vais mettre les liens dans les descriptions et commentaires, mais juste les verbaliser pour les gens qui vont être en audio seulement. Ton site web, ta page Facebook, autre chose que tu veux faire la promotion et une dernière pensée, prends le temps que tu veux. En fait, ben, c'est ça, je pense, on pourrait mettre les liens en dessous du podcast, finalement. Fait que bon, je m'assurais que ça soit là. Mettons, mon livre est disponible en ligne sur marcheb.ca. C'est vraiment là où on peut se le procurer en version papier ou PDF. J'ai une page Facebook qui est Le Nouveau Monde oublié, la naissance métissée des premiers Canadiens. Et là, sur cette page-là, à toutes les semaines, à tous les mardis, je publie une page d'histoire qui est dans le fond une sorte de page qui vient, mettons, je ne dirais pas un extrait, mais c'est tiré de mon livre et adapté, là, vraiment dans un format version plus courte, disons. Et donc, là, c'est ça, c'est une manière de suivre ou de se renseigner un peu sur le récit de la Nouvelle-France. Donc, je donne des conférences aussi régulièrement, un peu partout au Québec. Donc, de manière générale, là, ça va être sur ma page personnelle que je fais connaître ou sur la page de mon livre. Donc, ça, c'est un peu pour la promotion de ce que je fais. Et donc, voilà. Puis au-delà de ça, ben, si par rapport à la notion de spiritualité, tu sais, je crois vraiment que mon père était pasteur, donc j'ai baigné dans le christianisme, dans le protestantisme dès la petite enfance. Et je suis de ceux qui croient il y a un lieu commun derrière la façade de chacune des religions, de chacune des traditions religieuses, spirituelles. Il y a derrière ça un lieu commun, je pense, qui réunit ou qui rejoint ou qui permet
c'est ça, de se retrouver, peu importe de quelle tradition on ressort. Et ça inclut évidemment le christianisme et je pense aussi que ça inclut les spiritualités autochtones. Et je pense qu'il y a beaucoup plus de choses en commun que de choses qui nous divisent. Et de pouvoir justement se donner la chance d'explorer ça, donner la chance de s'écouter les uns les autres. Je pense que d'avoir vraiment tu sais, des dialogues, dans la fin du 19e siècle, il y avait cette mouvance-là, les dialogues des religions. Ce serait bien de pouvoir peut-être réactiver ce genre d'initiative-là. Au Québec, on est, comme au temps de la Nouvelle-France, on est un peu au point de rencontre entre le christianisme et la spiritualité autochtone. Peut-être de cette rencontre-là, on peut faire émerger quelque chose qui peut vraiment, disons, être bénéfique parce qu'on a besoin, moi je pense que la notion de sacré, c'est une des choses qu'on a perdues avec disons, le modernisme, surtout le postmodernisme. Si on tue le sacré, on tue ce qu'il y a de plus beau en nous. On s'en va directement en enfer. Donc, faut retrouver le sens du sacré et être capable de l'honorer de manière qui soit compatible avec nos valeurs, avec nos tempéraments, avec nos cultures. Je pense que c'est un beau chantier qu'on peut se donner pour vraiment, disons, vraiment être capable de proposer ou de se doter, disons, de- de- d'un- d'une spiritualité qui est pas complexée, qui est parfaitement de son temps, puis en même temps parfaitement intemporelle, disons, quand on parle de la religion pérenne. Tu sais. Fait que, il y a c'est ça. Puis le facteur autochtone, je pense, peut être vraiment une source d'enrichissement fabuleux parce que leur mythologie, elle est vraiment, vraiment fabuleuse. Puis en terminant, tu sais, la notion de mythologie, religion, pour moi, l'écart, la distance est assez courte parce que tu sais, il y a ce mystère, tu sais, le mystère de la vie, la mort, tu sais, c'est un mystère qui nous regarde droit dans les yeux. Et la mythologie, la religion, c'est une manière d'apprivoiser ce mystère-là. On ne peut pas passer à côté. On va tous mourir un jour. Donc, le caractère éphémère de nos vies est un rappel de ce mystère qui pèse sur chacun de nous. Quand je regarde les Premières Nations, puis la manière qu'ils ont développé, disons, une mythologie qui permette de s'accorder avec ce mystère-là, je vois une grande, grande beauté, une grande richesse. Il n'y a rien qui nous empêche de pouvoir créer quelque chose peut-être de syncrétique, on ne sait pas, mais de renouveler, disons, notre spiritualité avec les éléments qui sont dans l'environnement actuel. Fait que, les prochaines décennies pourraient être riches en renaissance. Écoute, compte-moi un allié parmi les gens qui désirent être architectes de ce mouvement. C'est quelque chose dont je parle depuis très longtemps sur ma chaîne, en fait. Moi, la chose que je vois, la vision que j'ai, c'est autant que dans les années 60 à 80, à l'intérieur de 20 ans, le Québec est passé de la religion la plus catholique, la plus religieuse du continent, pratiquement, à la religion, à la population ou au peuple le moins religieux. C'est quasiment ça qui s'est passé. Autant je pense que là, on comprend qu'on est déconnecté complètement, comme tu viens de le mentionner de façon si éloquente, et que je pense qu'à l'intérieur de 10, 20 ans, on aurait, s'il y a une nation qui est capable d'avoir le potentiel de se renverser à nouveau, mais d'aller développer une nouvelle connexion avec avec le Tout-Puissant, en fait, avec la divinité, avec le sacré, c'est le Québec. Et je pense que les Québécois, on est capable de faire ça très rapidement et de comprendre que ça ne fait pas de sens qu'est-ce qu'on fait présentement au niveau autant spirituel que scientifique et de faire, ah, ben, il y a une logique là, fonçons et développons cette nouvelle réalité dont tu viens de parler. Encore une fois, ben, chacun à notre façon, si on peut juste maintenir cette vision-là en vie dans nos têtes et qui sait peut-être un jour, les gens qui voient ça se réunir d'une quelconque façon, organique ou pas, eh bien, tant mieux. Puis, je pense qu'on a le potentiel de le faire. De très bons mots que tu viens de mentionner pour nous laisser, Marco Vingendeur. C'était fantastique, sérieusement, au-delà de mes attentes les plus chères. Merci d'avoir resté si longtemps, de nous offrir 2 épisodes au lieu qu'un. Vraiment, mon cœur est ouvert face à toi. Magnifique découverte. Et puis, je souhaite que tu poursuives
vraiment avec passion tout ce que tu veux faire, tes prochains ouvrages. Et puis, j'espère que ta présence ne fait que commencer dans le paysage médiatique du Québec. Marco, merci beaucoup. Merci à toi pour la belle invitation, cette bel espace de dialogue. Puis, j'espère que les auditeurs vont apprécier autant que nous, on a eu du plaisir à le faire. Fait que merci encore. Puis, on peut se dire à une prochaine fois ou à bientôt. On verra bien. Certainement, la vie nous mènera où est-ce qu'elle doit nous mener. Tout le monde, c'était le podcast Dans le franc des yeux, suite de la série Le Québec en quarantaine avec le Nouveau Monde oublié de Marco Vingegaard. On se revoit à la prochaine, tout le monde. Ciao. Et la prochaine fois, d'ailleurs, ce sera avec Ève-Marie Roy. Et là, on va travailler encore plus la dernière partie qu'on vient de parler en termes de religion, de syncrétisme, de gnostisme, christianisme. Et également, si ça vous intéresse, je fais des petits débats maintenant que j'appelle obstination. Et je vais en faire un contre Stéphane Hamel, qui est un franc-maçon avoué. Et on va parler de symbolisme et d'archétype, de symbolisme de franc-maçonnerie. Donc, ça risque d'être intéressant. Alors, tout le monde, merci d'avoir été là. À la prochaine. Ciao. That's it tout le monde. Alors, épisode 13 de la série Le Québec en quarantaine. Immense merci du fond du cœur à Marco Vingegaard qui était supposé nous donner un show. Finalement, on a fait 2 heures et demie pratiquement de podcast. Donc, ça a donné 2 beaux épisodes. Et je suis tellement, tellement content, premièrement, d'avoir découvert le cœur et la personne qu'est Marco Vingegaard, un être vraiment qui me semble fantastique et important, en fait, pour le développement futur, si on veut, du Québec et d'avoir une meilleure connaissance de notre histoire, un nouveau récit historique ou disons une nouvelle version du vrai récit historique que nos ancêtres ont vécu sur le territoire. Et bien sûr aussi dans l'optique d'apporter une certaine forme de renouveau de liens, de communication entre les Premières Nations et ce qu'on pourrait appeler les Québécois de souche, pour ne pas le dire. Et bien sûr, tout ça en communion avec les nouveaux arrivants des dernières décennies. Marco me semble une personne extrêmement importante à ce niveau-là présentement sur l'échiquier métaphysique, si on veut, du Québec, ce qui nous intéresse ici à Franc-Maçon. Alors voilà tout le monde. Mention rapide, le prochain épisode sera avec Ève-Marie Roy sur on va pousser un peu plus loin l'aspect métaphysique des choses, l'aspect historique, mais plus large. Et là, on va essayer d'aller lier des liens entre les écoles mystères et l'aspect ésotérique des choses. Et y en a-t-il avec la série Le Québec en quarantaine, la Fondation des États-Unis, le lien entre la franc-maçonnerie, la symbolique ici et tout ça. Ça risque d'être assez intéressant avec Madame Ève-Marie Roy. Si vous ne la connaissez pas puis vous voulez vous préparer mentalement pour mon épisode, allez sur la chaîne En toute franchise avec Amélie Paul et Stéphane Hamel. Elle a fait au moins 3 présences là-dessus. Fait qu'écoutez le premier, entre autres, et écoutez 1 heure ou 2 de ça et ça va vous donner un peu l'idée de ses propos et comment est-ce qu'on peut inclure ça dans la série Le Québec en quarantaine ici. Pour la suite, je vous invite à vous abonner et à regarder mon autre chaîne que je vais développer bientôt qui s'appelle Obstination. Donc, pour faire des petites obstinades sympathiques, peut-être. Il y en a quelques-uns enregistrés déjà. Et pour la suite, on va changer de sujet après la série Le Québec en quarantaine et la section extra. Et on va tomber dans une micro-série de au moins 2 ou peut-être 3 épisodes sur la question qui va s'appeler la viralité virtuelle. Je laisse votre imagination marcher à ce niveau-là. Alors, tout le monde, c'était le podcast Dans le franc des yeux avec la saison 2 Le Québec en quarantaine, épisode avec Marco Vingegaard. Merci d'avoir été là. Et oublie pas, hein, si tu veux que le monde change, ben, commence par toi-même, change-toi, change le monde. Ciao.